c'est ok. Non. Petit bug. Euh... t- 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 Oui, donc là c'est parti. Bah, qu'est-ce que... Qu'est-ce que- qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah bah c'est bon. Ok. Du coup, bah bonsoir à tous pour le live de ce soir. Bonsoir à tous. Voilà. Ce soir nous allons parler de Dexter. On est là. Bonsoir à tous. Au huitième épisode du podcast Scène Network. Là, aujourd'hui, on va s'atteler à parler de la dernière saison de la série Dexter, mais plus globalement aussi de la série Dexter. Bon, on va survoler, mais on va se concentrer sur la dernière saison. C'est une série qui a été culte, je pense, vers le milieu des années 2000, si je ne me trompe pas, à partir de fin des années 2000, de 2007. Je pense que c'est les fins des années 2000, non? Dexter, Dexter, au c'est milieu des 2006. 2006. 2006-2007. Il y a eu pendant de 2006 jusqu'en 2013, il y a eu 8 saisons, c'est ça? Si je ne me trompe pas. 8 saisons, ouais. Oui, 8 saisons. Et Dexter raconte l'histoire je crois que c'est, comment on appelle son vrai métier? Les gens qui font des analystes de sang de meurtriers, c'est ça? Forensics, analyste, analyste des traces de sang, médecin. Oui, Mais, analyste des traces de sang. oui, analyse de traces de sang de meurtre, si je crois. Mais aussi, c'est Expert médico-légal. Ouais. ouais, expert médico-légal. Analyste. Et dans son, comment on appelle ça? Dans son autre travail, son alter ego, c'est un serial killer. Mais un serial killer qui n'est pas comme les autres, c'est un serial killer qui tue des serial killers. Voilà. Il peut être un peu considéré comme un vigilante. C'est-à-dire, il a un serial killer qui tue les serial killers parce que son père, quand il était petit et qu'il avait commencé à avoir manifesté des tendances et des pulsions violentes, il lui a commencé à lui donner un code, son père qui s'appelle Harry, qui était un policier. Il a donné un livre de code qu'il doit suivre pour pouvoir attraper des serial killers comme lui et les assassiner. Pour qu'en même temps, il soit utile quelque part à la société parce qu'il débarrasse la société des serial killers, mais aussi qu'il puisse calmer ses pulsions, si je ne me trompe pas. Alors oui, c'est ça, mais il n'y a pas de livre, hein. C'est un code qu'il se donne. C'est-à-dire que c'est Mhm, un accord verbal, enfin un accord, disons, de père adoptif à fils, enfin de père à fils, quoi. Et mhm, oui, désolé parce que là, j'avais pas mis le casque, donc on entendait l'écho, donc désolé pour ceux qui nous écoutent, c'était pas très agréable. mhm, Donc là, j'ai mis le casque, c'est bon. Et donc oui, mhm, c'est ça, c'est un code pour permettre de canaliser ses pulsions. On peut interpréter l'histoire comme, on peut interpréter le personnage comme un vigilante, mais le personnage lui-même ne se considère pas comme ça. À la base, c'est vraiment pour canaliser ses pulsions, en fait, qu'il y a ce mhm, code. C'est surtout, en fait, par nécessité de survie, parce que le code, c'est pas seulement un moyen de respecter la morale, le bien, le mal. C'est surtout qu'en fait, tuer des serial killers menace beaucoup moins sa survie, parce que les gens ne cherchent pas à savoir ce qui est arrivé à des tueurs à des meurtriers, à des tueurs. Alors que tuer un innocent, ça soulève beaucoup de questions. Parce que quand tu tues un innocent, forcément, ses amis vont chercher à savoir ce qui lui est arrivé, ses parents, sa famille, son entourage. Donc, ça a beaucoup plus de conséquences sur la société. Alors que quelqu'un mhm. qui est un tueur, alors qu'un meurtrier, quelque part, ça diminue les chances d'attirer l'attention, quelque part. C'est aussi ça l'une des raisons. Oui, c'est aussi ça l'une des raisons. Et c'est un peu, c'est un peu ce qui m'a fasciné avec Dexter parce que c'était vraiment la première fois que, bon, on était sur le point de vue d'un anti-héros. Le gars qui avait créé ça, c'est un mec qui s'appelle Clyde Phillips, je pense. Je crois que c'est son nom, non? Le Oui, gars c'est du son nom. créateur. C'est son nom, oui.
C'est tiré d'un livre. Je ne sais pas si c'est lui qui l'avait fait, mais c'est Non, tiré d'une adaptation d'un livre que je ne sais pas qui l'avait fait. Et mon c'est le cher Clyde Wesley. Phillips là qui l'avait adopté, qui l'avait, comment on appelle ça, adapté en série télé. Et moi, je me rappelle déjà à l'époque, ça m'avait mais fasciné de voir comment on fait une série sur littéralement un vigilante, quoi. C'était très nouveau à l'époque dans la télévision américaine, un peu de faire une série sur un personnage controversé comme ça. Et le personnage central, c'est presque un c'est un serial killer. Ouais, ouais. C'était la première fois pour moi dans l'imaginerie de la télévision américaine, c'est la première fois qu'on faisait ça, pour moi. Hmm, Et je ne sais pas si c'est le cas vraiment, mais dans ma tête, bah là, Ah, attention, on entend la musique. ouais, vas-y. Non, j'allais dire, là, je suis en train de suivre la série Angel dans l'univers de Buffy contre les vampires et Angel, c'est un peu aussi le même genre d'anti-héros, hein. Lui aussi, c'est un Hmm. meurtrier, il a tué des gens. Et quelque part, les gens qui sauvent, c'est pour se racheter. Les deux prémices sont un peu similaires, sauf que Angel n'est pas un psychopathe. C'était un ancien vampire et maintenant il a une âme. Mais bon, c'est pas exactement la même chose, mais c'est aussi un anti-héros. Euh, les, et les deux se battent un peu contre le même type d'ennemis, hein, les psychopathes. C'est juste que dans Angel, les démons, les forces du mal sont une métaphore des vrais détraqués dans la vraie vie. Quelque part, un Mhm. peu dans Angel, c'est un peu du travail de profilage qu'il fait. Mais sauf que, Mhm. en fait, on va te faire, plutôt que d'aborder directement le sujet à l'état brut par rapport, il arrête des pédophiles, il arrête des tueurs en série, on va te dire que, par exemple, le pédophile, c'est un démon qui attrape les enfants pour leur voler leur essence de vie, par exemple. Oui, Un délire comme ça, tu vois. parce que ça a des codes ça a les codes du cinéma noir, Angel. Oui, oui, Il est un peu comme un détective. c'est ça, C'est Joss Whedon l'avait écrit comme un truc de cinéma noir, si je me trompe pas. c'est ça. Enfin, ça, c'est un Mhm. exemple, du coup, petit aparté. Mhm. Et oui, c'est vrai que c'est quand même très controversé d'adapter à la télévision comme héros principal un tueur en série, sachant que la nature des meurtres en série sont quand même assez violentes. Je crois que c'est dans les années 60-70 que le tueur en série, les crimes liés au tueur en série sont devenus extrêmement populaires. Dans les journaux télévisés, apparemment, à l'époque, ils parlaient que de ça. C'était notamment autour d'affaires comme, par exemple, comment il s'appelait ce gars? Le Night, le rôdeur de la nuit, je sais pas, le, le Night Stalker, voilà. Je connais pas du tout ça. Non, mais en fait, si vous vous intéressez aux tueurs en série, il y a un super documentaire Netflix qui en parle. Moi, la photo de ça, là, du documentaire. Ouf, bah attends, je vais mettre Night Stalker. Bon, je sais pas jusqu'où je peux donner des détails sur ce que ce gars faisait, mais en gros, ce gars a fasciné la télévision américaine pendant des années. Et c'est un peu avec ce gars-là que les tueurs en série sont devenus populaires dans les années 60, quelque chose comme ça. Le Night Stalker, voilà. Mhm. Et donc oui, moi ça m'a toujours fasciné quand même comment est-ce que des individus qui commettent des crimes aussi brutaux, comment est-ce que des individus qui commettent des choses aussi horribles deviennent idéalisés, deviennent même romancés, deviennent des sujets de fascination pour tout le monde, même pour les gens du quotidien. Moi, je pense par exemple à l'affaire Ted Bundy, où le mec a quand même Ah, massacré 200, 300, même, enfin peut-être même plus de femmes, violé ces femmes, enterré ces femmes, déterré ces femmes, et refait des choses avec leurs cadavres. Oui, désolé si je vous choque, mais c'est le sujet, les tueurs en série. Et quand même, à son procès, mets la photo de tonton Ted. oui, tonton Ted. Et quand même, au procès de ce gars-là, du Ted Bundy, il y a quand même des dizaines de femmes qui sont venues assister à l'Assemblée, pour le défendre, dire qu'il n'avait rien fait, et elles étaient habillées dans les mêmes habits que ses victimes, pour Putain. attirer... Ah, allô? Vous avez pas commencé. On a commencé. Et donc, Vas-y. les femmes-là étaient habillées dans les mêmes... Elles étaient venues habillées, elles avaient fait des cosplays des habits des victimes de ce gars-là, que le gars Ouais, moi, avait... le procès de Ted Bundy, moi, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Ben, c'est ça qui m'a choqué. C'est pas ses meurtres, mais
la bande de nanas, là, qui apparaissait avec les tenues de victimes. Et je crois que j'avais vu le truc en 2008 sur YouTube. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce connerie? On Ouais, parle d'un mec qui est. C'est un peu perturbant de voir que les serial killers et tous ces gens-là, il y a une fascination autour d'eux et que généralement, je sais pas, bon, c'est pas vraiment un serial killer parce qu'il tuait pas techniquement les gens, mais il faisait tuer les gens par son culte. Un mec comme Charles Manson, lui, il avait, je pense qu'il avait des 100 lettres par 100 lettres enflammées de femmes qui voulaient le marier par mois Ouais, mais quand il était en alors prison. ça, c'est pas seulement Charles Manson, hein, ça c'est un phénomène récurrent. Et même Mhm. le Unabomber, absolument tous les meurtriers violents reçoivent des dizaines, voire des centaines, voire des milliers, voire des millions de lettres si tu accumules les années. Les criminels violents reçoivent tous des lettres passionnées de femmes, et certains même se marient avec leurs groupies, en Ah prison même. oui, ça, quelque chose. Ce phénomène s'appelle l'hybristophilie, si je dis pas de bêtises. L'hybristophilie, L'hybristophilie, ça veut dire quoi? c'est la fascination sexuelle pour les meurtriers violents et les Je connaissais pas psychopathes. ça. Et c'est Je un connaissais, phénomène beaucoup plus répandu qu'on ne le croit. je savais pas du tout ça. Hmm, Ah si, si. hmm. On entend en arrière-plan le gars qui fait la cuisine. Ouais, Bon, on avec eux. continue. Mhm. Donc ouais, Après, moi, ça me fascine beaucoup. C'est des sujets qui sont tabous pour la plupart des gens. Les gens ne veulent pas en parler. Euh, Parce que ça fait ressortir un côté sombre des femmes. Les gens, on n'a pas le droit d'en parler parce que quand on le dit, en fait, tu vois, c'est comme si, genre, il faut pas dire, ça disait, ça donnait un aspect, ça révélait une part sombre de la nature féminine ou je sais pas quoi. Mais alors que non, c'est des trucs qui sont bien réels et c'est même pas un phénomène c'est même pas des milliers de lettres que les gars la reçoivent, c'est des millions, hein. Donc c'est un vrai phénomène, ce truc-là. Et moi, ça m'a toujours fasciné. Parce que autant un petit criminel qui tue quelqu'un ou qui tue quelqu'un, il va être mis au banc de la société. Mais autant un criminel qui tue 100 personnes, c'est là, ça attise la fascination. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Non, mais proportionnellement. moi je dis que c'est normal. Si tu comprends un peu le psyché féminin ou le psyché, tu sais que c'est Bah, pas choquant. C'est bah pas moi, choquant. moi, je l'évoque parce que, enfin, bon, moi, je me suis tellement documenté sur le sujet que moi, ça me choque plus. Mais c'est vraiment ce phénomène-là des tueurs en série qui reçoivent des lettres. Ça me rappelle aussi un dicton qui dit, je sais pas si tu le connais, tue un homme, tu es un meurtrier. Tue, Tu vois, oui, tue ça 100 hommes, c'est. tu es un Ah, conquérant. c'est même John Lithgow qui dit ça dans. Comment il s'appelle? Demolition. C'est pas Demolition, Cliffhanger. Kill a Ah, few people. Oui, kill a few people, they call you a murderer. Kill a thousand people, they call you a conqueror. un C'est ça un conquéreur. peu. C'est ça. Ouais. Et tue l'humanité tout entière, tu deviens un dieu, je crois même. Ou bien, je sais plus, Ouais. j'avais vu ça. Oui. Ça, c'était dans. Comment on appelle ça? C'était dans. Comment on appelle? C'était dans Cliffhanger que j'avais vu ça, que j'avais vu cette phrase du méchant joué par John Lithgow. Et que John Lithgow d'ailleurs, même on va en Ah, parler c'est de marrant lui ça. dans Dexter. C'est marrant ça, c'est parce que lui il joue toujours les méchants. Forcément, bon, il apparaît aussi dans Dexter, mais bon, on va en parler après. Mais en gros, c'est un peu ça qui faire une série sur les serial killers, ça avait jamais été fait. Mais en Amérique, il y a eu beaucoup de bouquins faits sur ces gars-là. Moi, j'ai un gros bouquin qu'une amie américaine m'avait passé sur tous les serial killers américains de A à Z, de Hmm. la lettre A jusqu'à la lettre Z, de comment. Et c'est incroyable de voir comment le profil est tellement varié. Tu peux voir de toute classe sociale, de tout sexe, que ce soit homme ou femme. Il y a une là qui me marquait beaucoup. Elle Hmm. s'appelait Nanny Doyle, je crois. Je crois que c'était le nom de la fille, de la femme. Danny Doyle. Elle, elle,
Oui, elle était une femme un peu d'un certain âge. Ce qu'elle faisait, c'est elle prenait chaque mari. Elle avait un mari. Elle faisait 2 ou 3 ou 4 ans avec ce mari. Quand le mari l'a commencé à l'ennuyer, elle assassinait Ouais. en empoisonnant. Je Ah, pense c'était une Nancy Doyle. Je sais plus. Nancy Doyle. Je Parce que moi, je la pense trouve non. pas, hein. Euh, Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, mais il y a beaucoup d'empoisonneuses. En général, les tueuses en série femmes utilisent le poison. Comme elles ont moins la force physique. Statistiquement, les femmes ont moins de force physique, elles ont recours au poison. Après, oui, c'est vrai que les profils sont variés, mais il y a quand même des récurrences. Ça, ce qui explique très bien ça, c'est la série Mindhunter sur Netflix. Mhm, L'une des rares pépites de Netflix, je vous la recommande, c'est ça, genre, ça a décuplé ma connaissance de ces gars-là. mhm. Et bah, par exemple, une des récurrences, bon, oui, c'est vrai que les profils sont variés, mais quand même, il y a moins de femmes serial killers. Il y en a, hein, mais statistiquement, il y Non. en a moins. Il y a aussi moins de tueurs en série. Enfin, la majorité des tueurs en série sont bien sûr aux États-Unis. Ils sont de profil homme blanc caucasien. La plupart ont eu des enfances assez perturbées. Et autre récurrence que les gars du FBI ont remarqué dans les profils des tueurs en série, bon, ça va pas plaire non plus à l'audience, mais grosse récurrence chez les tueurs en série, ils ont souvent eu des problèmes avec la maman pendant l'enfance. C'est-à-dire que la maman était violente, la maman la maltraitait. Mhm. Paradoxalement, la plupart des tueurs en série étaient plus abusés par la maman que le papa. C'est-à-dire que quand c'est la maman qui abuse, voilà, ça a beaucoup de chances de créer plus de chances de créer ce type-là de détraqué, on va dire. Mhm. Mais c'est vrai que c'est aussi un phénomène qu'on retrouve beaucoup chez les Caucasiens. Il y en a des Noirs, mais c'est Ah, mais il y en a quand pas. même chez les Noirs, hein. Il y en a en Afrique du Sud notamment. Après les États-Unis, le plus gros taux de tueurs en série, c'est en Afrique du Sud. Hmm. Ne me demande pas pourquoi. Je ne suis que le messager. Bon, bref. Bah oui, on va Donc, parler un peu de la série après. après, bon, c'est ça un peu, mais en globalité, un peu, c'est un phénomène, bon, qu'on avait, je pense, jamais traité en série télé. On l'avait déjà traité en film avec le personnage d'Hannibal Lecter Oui, dans Le Silence des agneaux, ou bien même encore le film de Michael Mann, là. Comment ça s'appelait encore le film là? Dragon Rouge, Manhunter. Manhunter, déjà, et sans en parler, mais c'est la première fois qu'on focalisait sur le personnage principal. Le personnage principal, c'est un serial killer, mais pour lui donner un peu le truc, un peu, je dirais pas moral, mais le truc qui dégoûte moins les téléspectateurs, en fait, qui tue les serial killers, quoi. C'est vrai. C'était un peu pour faire passer la pilule. Et moi, je dis les 4, 5 premières saisons de Dexter, mais c'est parfait. Les, les 5 premières, c'est les 4, non? Les 4 premières saisons? Bien, les 5, les 4. Moi, j'aime bien la quatrième. Oui, oui, les quatre. Les, La les, quatre- les première 4. saison, c'est le tueur de glace. Est-ce qu'on va spoiler ou on fait une partie sans Oui, spoiler? on spoil, on parle de Dexter en globalité, mais ce qui nous intéresse, c'est plus de parler de la saison 8, Oui. quoi. La dernière. Ouais, donc la première saison, c'est le tueur de glace, donc le frère de Dexter, donc Rudy. La saison 2. Il faut d'abord décrire un peu qui est Dexter. Un peu. Dexter, c'est un enfant adopté, c'est ça? C'est Par un ça, oui. policier Harry qui l'avait retrouvé dans une baie de sang, dans un bain de sang de sa maman, c'est ça? Oui, c'est un orphelin, sa mère s'est fait assassiner par un gang dans un container sur le port. Les gars avec une tronçonneuse, ils ont découpé sa mère en petits morceaux et Dexter baignait dans le sang quand Harry l'a retrouvé. C'était le premier policier sur les lieux du crime et du coup il a essayé de l'adopter dans sa propre famille. Et Il a ça adopté c'est... dans sa, il a adopté dans sa famille, mais dans cette situation-là, justement, qu'on raconte dans la première saison, on se rend compte qu'il avait un frère aussi qui était là. Ouais, qui devient le méchant de la Et saison 1. ouais, devient le méchant de la saison 1 et qui, lui, justement, c'est un peu Dexter, mais sans le code Sans le d'Harry. code, C'est pour ouais. ça qu'il oui, sans le code de Harry, donc c'est pour ça que c'est son némésis dans la saison 1. C'est ça. Et Dexter aussi a une sœur qui s'appelle Debra, c'est ça? Debra Morgan, ouais. Oui, qui est jouée par l'actrice Jennifer Carpenter, si je ne me trompe pas, qui était la compagne de Michael C. Hall, l'acteur qui Oui, joue Dexter ils ont été ensemble pendant un dans la, moment, ouais.
oui, pendant un long, long moment. Et en gros, la première saison, elle est incroyable, mais elle est aussi iconique par rapport à l'apparition d'un personnage. Un personnage qui m'a tout le temps fait tuer de rire, c'est le personnage de Doux, Oui, bien sûr, il tue le, tout ça. l'inspecteur Doux qui... Je pense même que les mèmes sur Internet ont commencé avec lui. Doux. Hmm, il y a eu beaucoup de mèmes autour de lui, ouais. Et ça n'a pas commencé Oui, avec lui. Doux qui est un peu le seul policier dans l'agence ou la structure que Dexter travaille comme... c'est quoi encore un peu son truc là? Homicide, la Expert, section homicide. Ah, en tant mais que dans la section... homicide, en tant qu'expert médico-légal, analyste d'état de Ouais, sang. analyse de tas de sang. Et de tous les gars, tout le monde apprécie Dexter dans le... Ouais, parce qu'il a bien travaillé dans- son masque avec l'âge. ouais. Les psychopathes savent mimiquer les émotions, simuler les expressions pour se fondre dans la masse. Et donc Dexter a très bien maîtrisé ça et tout le monde l'apprécie parce qu'il est toujours souriant, il fait tout bien, il apporte des donuts le matin quand il arrive au boulot. C'est ça. Et le truc qui s'est passé Le seul truc avec qui là-dedans, ça marche pas, c'est avec Dox. ça avait Doux. Doux est le seul qui le voit comme vraiment quelqu'un de bizarre, vraiment quelqu'un qui cache beaucoup de choses et qui est peut-être dangereux. Donc, c'est un peu, il y a ce jeu de chat et la souris entre les deux qui est très amusant. Et l'acteur qui s'appelle Eric Gordon, il a trop bien joué ce rôle parce que justement, il est le fils d'un policier dans la vraie vie. Donc, Hmm. le Il truc là, mets la photo. il Mets la refaisait son photo. père, quoi, le mec. Oui, il est le fils d'un policier, donc c'est pour ça qu'il était aussi bien dans ce rôle-là. Et je peux pas ne pas éclater de rire chaque fois que je pense à... On va Allô? mettre. Oui. Non, mais je t'écoute. Hmm. Ouais. Donc, c'est un peu ça. En gros, il y a ce chat à la souris, et puis il y a justement son frère qui est le némésis de la première saison. Ça se finit, je crois qu'il arrive à tuer son frère. Je Ouais. pense que c'est ça. Ouais, ouais. Il assassine ça. Il a essayé de tuer des bras. Il voulait la tuer Mhm. pour pouvoir, en gros, détruire la part d'humanité de Dexter, quoi, pour le, Mhm. pour le pousser à bout. Mais Dexter l'a Mhm. arrêté à temps, il y a la confrontation, et puis voilà, c'est comme ça que se termine la première saison. La saison 2 après, c'est. Il y a pas vraiment de méchant dans la saison 2 mais c'est plus la part d'ombre de Dexter dans la saison 2 le méchant. Et c'est le personnage de Lila, donc, qui est une Mhm. femme qui essaye d'exploiter la part d'ombre de Dexter, qui essaye un peu de faire ce que Rudy avait fait dans la saison 1. Mais sauf que Mhm. elle veut pas l'apprivoiser, mais elle veut s'approprier son passager noir, quoi. Et Mhm. c'est un peu. La saison 2 de Dexter, c'est plus un affrontement entre Lila et la femme de Dexter, enfin la compagne de Dexter, qu'on n'a pas présentée, Ouais. qui s'appelle, qui s'appelle Rita. Mhm. Et en fait, Rita tire le côté. Rita, c'est un peu le personnage qui tire la part de lumière de Dexter. Et Lila, c'est le contraire, elle tire la part d'ombre de Dexter. Donc c'est un peu un affrontement entre ces deux femmes dans la saison 2. Mhm. D'accord. Et la saison 3? La saison 3, la saison 3 c'est pour moi, c'est la saison la moins intéressante de Dexter parce que j'ai revu toute la série récemment là et je t'avoue que attends la saison 3, c'est bien avec le procureur juge là, il me semble. Ouais. Oh là là. Je ne me souviens plus de la saison, c'est la seule saison que j'ai sauté. C'est-à-dire que j'ai regardé la 1, la 2, j'ai sauté la 3 pour aller directement à la 4, ensuite la 5, 6, 7, C'est la, etc. Parce que c'est la vraiment la saison. 3, c'est- Ce procureur, en fait, c'était quoi l'histoire? C'était le procureur. Avait aussi un côté vigilante aussi, comme Dexter, je pense. C'est ça? Oui, il voulait être l'apprenti de Dexter, mais l'apprenti qui tourne mal, une espèce de Anakin version Echo Plus Plus Plus. Ouais. C'est ça aussi avec Dexter, les saisons sont irrégulières. Il y en a qui sont extraordinaires et d'autres qui sont oubliables. Celle-là est oubliable. Et, Et à la fin, il oui, y a un autre tueur qui est l'écorcheur et il est présenté seulement 2 épisodes avant la fin et Dexter le tue en quelques minutes. Bref. c'est vraiment pas intéressant. Une série, c'est la saison 3 et des trucs, et puis il y a la fameuse saison 4 finalement.
C'est ça, la fameuse saison 4, donc acclamée 4 qui est clairement la meilleure saison. C'est la la meilleure mieux saison écrite. de la mieux écrite et tout, justement avec l'apparition justement, on parlait de John Lithgow. Tu vas mettre l'image de John Lithgow, là, Yes. qui jouait le rôle de Trinité. C'est ça, non? Le tueur de la Trinité, ouais. Mhm. Donc, c'est de son vrai nom Arthur Mitchell, et donc qui tue par cycle de 3 parce que, enfin, Mhm. c'était quoi son histoire à ce taré? J'ai vu ça. En gros, il reproduit son cycle familial. Quand il était petit, il avait son papa, sa maman et donc sa sœur. Donc, tous les ans, à une certaine date, il tue non, oui, il tue une petite fille pour jouer sa sœur. Sa sœur, elle était morte comment? Je sais. En fait, il tue les membres de sa famille exactement dans les mêmes conditions dans lesquelles ils sont morts. Par exemple, je me souviens particulièrement que sa mère est morte dans une baignoire. Elle s'est suicidée ou je sais pas. En tout cas, elle s'est ouverte les veines. Et bah, tous les ans, le tueur de la Trinité tue une femme au hasard dans Los Angeles, dans sa baignoire. Il s'introduit par la fenêtre ou quelque chose comme ça. Il l'immobilise dans la baignoire en la droguant, ou je sais pas, et il la saigne. Voilà, ouais, ouais, voilà, un psychopathe. Si c'est bien ça, il me semble. C'est ça, c'est ça. Et les autres, il les tue aussi de leur manière respective. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que quand Dexter réussit à traquer ce personnage pour la première fois, Dexter a l'occasion de tuer ce personnage, mais il ne le fait pas parce que John Lithgow, enfin le personnage du tueur de la Trinité, Arthur Mitchell, pardon, représente un peu un modèle pour lui dans le sens où c'est un tueur en série qui a vieilli et qui a survécu longtemps en fait, en gardant une Mhm. structure familiale stable, mais stable en apparence. Parce que plus la saison avance, plus il creuse un peu en devenant même ami avec la famille du gars qui prévoit de tuer. Donc au bout d'un moment, à force de voir un peu les dessous de la famille, ce qui se passe en enceinte close, il découvre que c'est beaucoup plus sombre que ça. Et que en fait le... Ah, allô? Ah, je suis tout seul. Allô? Donc je vais continuer. Et donc en fait que le Arthur Mitchell là, donc en fait il terrorise sa famille en enceinte close. Donc sa fille a peur de lui, son fils a peur de lui, sa femme a peur de lui. Et du coup derrière les apparences qui ont l'air dans les apparences ils ont l'air d'une famille heureuse, normale, que tout le monde admire, que tout le monde trouve positif. Mais en vérité derrière tous les membres de la famille ont peur de Arthur Mitchell et dès qu'ils en ont l'occasion, ils essaient de planifier leur fuite, mais lui, il voit toujours à travers leurs plans et il les menace et il bat sa femme. Et donc, quand Dexter découvre ça, il prévoit petit à petit il prévoit du coup d'arrêter de perdre du temps et il prévoit de le tuer. Mais bon, au bout d'un moment, Arthur Mitchell finit par voir aussi qui est réellement Dexter. Et c'est un peu un jeu du chat et à la souris qui se fait entre les deux. Mais bon, attends, je vais essayer de savoir ce qui est arrivé à Jean-Jacques. C'est toujours bien de faire ça à deux. La connexion a bugué. Ah, d'accord, c'est pas facile, hein. Oui. Là, s'il m'a répondu, c'est qu'il va revenir dans pas longtemps. Il faut recliquer sur le lien. Ah là là, le Sénégal. S'il y a des Sénégalais qui m'écoutent là, il faut dire à votre président d'investir dans la 4G et la Allô, 5G. allô, 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 je suis là. Je suis revenu. Oui, les Non, aléas mais, de la 5G. non, mais, mais ce pays, c'est n'importe quoi. Bon, bref. La connexion de Dakar. N'importe quoi, ce pays. On continue. Oui, oui, donc j'expliquais un peu que le personnage de Arthur Mitchell, donc le tueur de la Trinité, c'est un personnage, c'est un tueur, c'est quelqu'un qui a réussi à fabriquer une façade avec sa famille. Donc tout le monde dans leur quartier les admire, tout le monde pense que c'est la famille parfaite, qu'ils sont positifs. En fait, c'est un peu le masque de Dexter, mais lui, il a réussi à étendre ça aussi à un foyer, à une maison, au beau jardin, etc. Et Dexter, à force de devenir ami avec la famille, en s'approchant trop, en devenant trop personnel avec eux, il finit par voir derrière cette part d'ombre
Mais comme le proverbe dit, when you look into the abyss looks right back at you. En fait, à force de jouer, à force de trop jouer, quand Dexter découvre la part sombre qui se cache derrière la famille du tueur de la Trinité, le tueur de la Trinité aussi voit à travers la façade de Dexter et il voit aussi qui il est en fait. Et c'est à ce Mhm. moment-là qu'il devient plus vigilant. Il y a un jeu du chat et de la souris qui se fait entre les deux. Et c'est là, c'est en ça que la saison... Ah, il est reparti. Et c'est là que la saison 4 de Dexter est vraiment très intéressante et extrêmement bien écrite, quoi. Mais éventuellement, vous avez regardé la série normalement si vous nous écoutez. Éventuellement, à force de trop jouer, forcément, bah, Dexter réussit à Dexter réussit à battre le tueur de la Trinité. Enfin, il réussit à le tuer. Mhm. Enfin, mais je sais pas si on peut dire qu'il l'a battu parce que Non, en fait, parce que le tueur de la Trinité, justement, la dernière pièce, tu parlais de la manière dont sa mère était morte oui, dans la baignoire de dans la sang. baignoire, et justement, la femme de Dexter est assassinée, est, assass- est assassinée de la même manière, Mhm. et son fils, le fils qu'il a eu avec cette femme-là, est né comme lui dans une bain de sang. C'est ça. Et j'aimerais qu'on s'arrête là parce que les autres saisons qui sont venues après, les autres saisons qui sont venues après étaient plus ou moins inégales. Ça ne servait plus à rien. Pourquoi? Parce que le créateur de la série était parti, Clyde Phillips. Ouais, il était parti et justement, la qualité de la série, ça s'est ressenti. Comme il n'était plus là dans l'écriture et la création comment on appelle ça? De la série Dexter, et ça s'est ressenti un peu sur l'écriture des saisons qui ont suivi, qui étaient hyper inégaux et qui s'est fondé à une fin tellement débile que j'ai même pas envie de parler de ça. La saison 8 qui finit Avec son bateau compl- là, et qui part dans la oui, tempête avec le et corps de Debra qui est morte. euh, On sait pas qui est pourquoi. morte aussi, qui est morte aussi par rapport à un serial killer. Donc j'ai pas envie de trop développer là-dessus parce que c'est des trucs qui ne comptent pas vraiment. Ouais, même si bon, moi j'avoue quand même qu'avec le recul maintenant et bon, avec Bon, on va en parler après. On va en non, mais parler j'ai après. même pas besoin d'en parler, mais c'est juste, moi j'ai quand même bien aimé la 5 le tueur des barils, avec un peu son association avec la fille qui sauve, la Lumen, Ouais. un peu le Bonnie and Clyde qui font à deux, j'ai bien apprécié. Et j'ai bien aimé aussi un peu l'antagoniste de la 7 ou la 6 le gars mafieux là, le gars de la Ouais, je mafia. vois un peu. J'avais un peu apprécié ça, mais sans plus. Sans plus. Et dans ce qui se fait, alors que Clyde Phillips, des années après, on a demandé si on pouvait tu refaire une dernière saison, une dernière saison de Dexter. Et ce qui s'est passé, c'est que Clyde Phillips est revenu, Oui, oui. genre 7 ans, 8 ans après 8 ans après la fin de la série Dexter pour proposer vraiment 10 épisodes qui s'appellent Dexter New Blood, qui est techniquement la dernière saison de Dexter pour pouvoir faire que les fans ne soient pas assez frustrés de ce qu'ils avaient vu dans les saisons précédentes et de la fin qui était très décevante de la saison 8. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, comme c'est Clyde Phillips est revenu aux manettes de cette saison-là, on a l'impression que quand tu le regardes, ça s'arrête, que Dexter s'est arrêté à la saison 4 en fait. C'est vrai, ouais. Que C'est ça suit la trame le style de Dexter dans la d'écriture, saison. l'intelligence Mm. des dialogues, la profondeur des thèmes évoqués, les questions posées sans totalement y répondre, mais qui ont le mérite d'être posées, les questions d'ordre Mhm. moral, les questions d'ordre éthique. On sent Question de la l'intelligence, famille aussi. la question de la Question famille, aussi de la famille. toutes ces profondeurs de Juste. thèmes-là, on ressent ça dans les premiers épisodes. Est-ce que tu peux alors décrire un peu le contexte un peu de la saison de Dexter New Blood, comment ça s'est, dans quel contexte ça se passe et comment, Par rapport à l'histoire. oui, par rapport à l'histoire. Oui. Oh, je vais essayer de faire de mon mieux parce que je t'avoue que merde, après cette fin-là, bon, on va essayer d'être enthousiaste quand même.
Dexter, en fait, après la fin de la saison 8, quand il est parti avec le bateau dans la tempête, il a survécu. Mais du coup, il est allé se refaire une autre vie dans une ville perdue de l'Alaska. J'ai oublié le nom, je sais pas si c'est fictif, je sais pas si c'est réel. Et c'est devenu un peu un Euh, fermier. Hmm, oui, il est reparti en Alaska, dans une ville complètement retirée des États-Unis, c'est ça, où il a complètement changé d'identité. On c'est le ça. connaît plus comme Dexter Morgan et il est artilleur, je crois, là-bas. Artilleur, c'est Il quoi? travaille dans un artilleur, c'est les gens qui vendent des fusils, je crois. Je crois que c'est ça, hein. Des fusils, ils Ah vendent oui, c'est vrai. des fusils de chasse. Mhm. Mais attends, Mhm. Il est devenu artilleur maintenant. il me semble qu'il travaille dans le magasin, mais du coup, il est pas fermier aussi? Hmm, Non, 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 il n'est pas famille, il travaille dans ce magasin. Ça, c'est le magasin là qui est son d'accord. boulot. Ok. Donc c'est ça, Et oui. à, pa- à partir de là, il s'est construit une nouvelle identité. Il est devenu ami avec, comment on appelle ça? Sa fiancée, c'est le policier justement de C'est pas la sa petite fiancée, ville. hein. C'est sa copine, c'est pas sa fiancée. Et sa copine, on va dire. Et sa copine, C'est tu sais qu'il sa s'est compagne. reconstruit complètement une nouvelle identité. Ouais. Et dans la problématique qui arrive un peu dans comment on appelle ça, dans cette ville-là, c'est que cette ville-là est dirigée par un magnat financier très riche. Je crois que c'est ça. C'est ça, oui. Mais est-ce qu'il faut vraiment l'évoquer? Parce que Là, il faut ce l'évoquer. personnage-là, il sert à quoi exactement dans la série? Pourquoi Je il est sais pas. évoqué? Je sais même pas du tout. Il apparaît plus à partir du troisième épisode. Bon, bref, on continue. Et en En gros, fait, je crois en fait, on évoque ce personnage juste pour faire une fausse piste par rapport à se dire qui est en fait le tueur, mais bon, bref. vas-y. Non, c'est tout, c'est juste ça, c'était juste une fausse piste en fait, qu'ils ont mis ce personnage. En gros, c'est un peu ça. Et en gros, c'est un peu ça. Et Je- qu'est-ce que, Non, c'est ça, du qu'est-ce coup, il sort avec la chef de la police, j'ai oublié son nom, honnêtement. Bon, ok, on va y aller. Donc, la chef de la police, hop, avec sa photo. C'est quand même un personnage important, ce qu'elle fait. Hop, Angela Bishop, du coup, la Mhm. nouvelle copine de Dexter, qui est du coup la shérif un peu de la ville et sa copine. Et ils ont leur petite vie là-bas et tout se passe bien. Mais en fait, ce qui se passe un jour, c'est que Dexter a un visiteur chez lui et il voit un jeune garçon et découvre que ce jeune garçon est en fait Harrison qui a grandi et qui est revenu dans la quête de son père en fait, qu'il a cherché Voilà. partout et qui a fini par le retrouver. Qui a fini par le retrouver et il y a cette relation père-fils dans toute la saison. Et parfois, quand on voit le personnage du fils de Dexter, on donne des pistes qu'il a à peu près les mêmes tendances que son père. Bon, on donne des pistes, oui, on donne des pistes et les pistes se confirment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le gars finit quand même par poignarder son seul pote du lycée, le pote qu'il avait à la base défendu, parce que son pote du lycée se faisait bully par les brutes du lycée. Il l'a défendu et ils s'est commencé à bien s'entendre, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Harrison l'a planté avec un couteau et il a fait passer la... Et ensuite, il a fait... Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il a planté un couteau, il l'a fait accuser de quelque chose, il l'a fait envoyer en maison de correction, je crois. C'était ça, non? Oui, Parce que oui. le pote en question prévoyait de buter, de faire un school shooting de masse dans son école, c'était Non, ça? il ne prévoyait pas ça. Il avait des bouquins où il fantasmait de faire ça. Mais il ne Voilà, voulait pas le faire. d'accord. C'est un peu ça. Il Et voulait il a juste pas. utilisé ce prétexte-là pour pouvoir faire de couverture par rapport à l'action qu'il avait fait avec ce pote-là, je pense. C'est D'accord. ça qui est. Donc il a détruit, oui, il a détruit la vie du gars après Mhm. l'avoir envoyé à l'hôpital avec le couteau. Donc oui, clairement, il y a aussi le moment où il faisait le match de lutte avec son camarade de classe et il a délibérément brisé le bras de son adversaire sur le terrain. Il faut aussi parler aussi
comment on appelle ça, de l'action, du personnage qui meurt au début de la saison 1, qui est le fils d'un des mecs importants un peu de cette ville-là. Oui. Justement, c'est ça, c'est là où crée l'intrigue, justement. Parce que le fils de. Je sais plus, en fait, c'est joué par l'acteur qui joue Kurgan dans Highlander. Là, j'ai oublié son nom, le mec là. C'est lui qui joue un peu le pseudo méchant de la série. Mhm. Je sais plus. Peut-être on est en train de s'embrouiller là, je sais pas. Un peu. Je t'avoue que le méchant tu veux dire Clancy Brown. Mais Clancy Brown, oui, c'est lui qui joue le méchant dans la série de Dexter. C'est lui qui jouait techniquement, si je me souviens bien, le méchant dans Highlander, Kurgan, Oui, c'est ça. le premier. C'était lui qui jouait. Et donc, oui, il tient un magasin un peu vers les abords de la ville. Enfin, c'est une station-service, je crois. J'ai oublié comment on Mhm. appelle ça aux États-Unis, les espèces Et de stations. oui, c'est quelqu'un qui a une très grande influence dans la ville. C'est quelqu'un Oui, qui a donné énormément de son argent dans la ville. Et justement, ce qui se passe, la trame qui commence à naître dans le Dexter New Blood, c'est que son fils avait un comportement un peu erratique, avait un comportement un peu très désobligeant avec les gens. Bref, il était un peu une merde, son fils. ouais, c'était un raté. Et, C'était un petit con et violent avec une ouais, fascination pour les armes. avait une fascination pour les armes. Ce qui se passe aussi, c'est que, si je me trompe pas, Dexter avait une fascination pour cet ours blanc, ou bien cette antilope ou reine, je sais pas, Ours cerf blanc. blanc. Non, euh, Un cerf, un cerf blanc. c'était bon, c'était un, oui, un renne blanc, on va appeler ça comme ça. Ouais, un renne blanc que Dexter essayait toujours de aimait observer Oui, dans la forêt, parce que c'est un dans animal sacré aussi pour hum, les autochtones. les Indiens, les autochtones et tout. Oui, Et justement, le fils de ce gars-là, oui, de ce con-là, a tué ce renne-là, justement, avec un de ses fusils de chasse. oui. Dans cette situation-là, le renne tué a provoqué une certaine forme de colère chez Dexter, Ça réveillait et ses instincts. ses instincts trucs, et il a assassiné le fils de ce monsieur. En Oui, oui. assassinant le fils de ce monsieur, ça a provoqué truc, Un ensemble enfin, une réaction en chaîne en fait. une réaction en chaîne parce que justement, tous les habitants de la ville ont commencé à chercher le fils de ce monsieur. Oui, Et c'est en cherchant le fils de ce monsieur que c'est devenu complètement les chaînes parce que il y avait des soupçons sur Dexter, il y avait des soupçons sur beaucoup de personnes et qu'on commence à créer toute la dynamique. Ça a créé en fait, comme tu as dit, un mouvement de chaîne et c'est là où vraiment justement l'histoire commence à être intéressante parce que Dexter repart encore à ce qu'il connaissait déjà avant, oui, c'est-à-dire brouiller les pistes sur sa véritable identité, comment essayer de masquer un peu le meurtre qu'il a fait. Et ça repart dans un truc. Et ce qui est encore génial un peu dans cette période de la série, c'est que ça se joue pas euh, dans une ville vaste. C'est une ville très courte. Et c'est un peu comme si c'est un huis clos, en fait. oui, Dans- c'est pour ça que c'est beaucoup plus tendu, beaucoup plus stressant. Et oui, ce qui est encore intéressant, c'est que quand il y a encore le fils de Dexter qui arrive dans la situation, ça ajoute une autre problématique un peu dans ce que Dexter, dans la tranquillité que Dexter avait créée. oui. Et c'est particulièrement intéressant. Et moi, avant le désastre qu'on a vu avec la fin, moi, je trouvais que c'était génial ce qui se passait dans la série. Oui, oui, pareil, hein. Je me disais, mais où est-ce que tu vas nous emmener, Clyde? Je sais pas où est-ce que tu nous conduis, mais je suis assis avec ma ceinture, emmène-nous. C'était vraiment, comme je l'ai précisé tout à l'heure, l'écriture était retournée dans les Plutôt aux bases, fondamentaux. ouais, aux Oui, bases, aux fondamentaux. les questionnements de Dexter par rapport à son fils, et aussi, on n'a pas précisé, mais maintenant, il ne voit plus le fantôme de son père, Harry, qui lui donne des conseils. Maintenant, il voit le fantôme de sa sœur Debra, qui est morte, et donc Ouais, interprétée par la même actrice, Jennifer Carpenter. Mais sauf que elle incarne plutôt que d'incarner Harry
qui rappelle le code à Dexter, elle rappelle la culpabilité, la haine Voilà. de soi. En fait, elle le blâme pour sa mort, elle lui reproche ce qu'il est. Enfin, c'est un peu Dexter qui s'insulte, enfin, qui se reproche à lui-même d'être ce qu'il est. Voilà. Et ça, c'est intéressant de voir un peu comment l'actrice choisit de personnifier ça, comment Clyde Phillips choisit de personnifier ça, comment du coup cette réminiscence de Debra dit à Dexter de laisser son fils tranquille, de ne pas déteindre sur lui, et donc Dexter est tiraillé entre sa volonté de transmettre à son fils et sa détestation de lui-même, incarnée par Debra, qui lui dit de laisser Harrison tranquille, de ne pas le faire passer du côté obscur, quoi, de ne pas le Voilà. salir avec sa noirceur. Voilà, exactement. Et c'est quelque chose qui est intéressant jusqu'à la catastrophe monumentale. On va passer le truc qui est juste la catastrophe monumentale de la fin. Ouais, bon, on va résumer rapidement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, Harrison, en fait, reproche inconsciemment à Dexter de ne pas être totalement honnête avec lui. Et donc, petit à petit, il va petit à petit être éloigné de Dexter et se rapprocher Tu vas mettre les photos davantage. d'Harrison, Ouais, ouais. Harrison et Dexter en même temps, qu'il y Et ait des images. Harrison va progressivement se rapprocher plutôt du personnage joué par Clyde Phillips. Par contre, j'ai oublié le nom du personnage qui joue dans Dexter. Attends, je retrouve ça. Le nom du tueur, quand même. Télévision. Euh, on peut jamais trouver les choses. Alors, ouais, Kurt. Bon, c'est un nom compliqué à dire. Kurt Caldwell. On va l'appeler Jacqueline, elle est Kurt. là toute la soirée, quoi. Je sais pas. Allô, Je vais boire la bière. allô, allô, allô. Allez. Wow, le live le plus professionnel de l'histoire de l'humanité. Rien que comme ça, tu mérites ça. Allô, Oui, allô. tu sais qu'on a tout entendu, hein. Quoi? On Tout. disait quoi? Non, mais en fait, on entend tout, tous les bruits, même les fourmis. C'est pas très professionnel tout ça. Ah, mais c'est niveau zéro du professionnalisme. On a entendu Yann. On a entendu Yann roter. Oui, Et on m'a entendu aussi parler. mais on entend tout. Mais comment je. Bon, bref, on continue. Ouais. Du coup, oui, donc le personnage de Harrison est éloigné petit à petit de son père. Il se rapproche plus du Kurt Caldwell, là. Donc le Kurt qui lui apprend le baseball, qui lui apprend la lutte, et aussi peut-être parce que la noirceur du fils de Dexter est attirée par la noirceur de Dexter lui-même, mais vu que Dexter ferme la porte un peu à son fils, la noirceur du fils n'a pas d'autre choix que de se tirer inconsciemment vers quelqu'un qui est un peu comme son père, qui a aussi le même genre de noirceur, c'est-à-dire Kurt Caldwell, qui est en fait lui aussi un tueur en série. Il n'a pas vraiment de nom parce que il n'est pas connu, il n'est pas dans les journaux, il n'a pas de nom, mais son modus operandi, c'est Mhm. que il enferme ses victimes dans une pièce chez lui, une chambre qu'il aménage pour eux. Il les Mhm. observe comme un pervers pendant quelques jours et ensuite il les relâche et il les traque la nuit dans la neige, dans la forêt avec un fusil et une lunette laser Et il et il les leur tire enferme. dessus, quoi. Et il les enferme comme un trophée. Je pense que c'est ça Oui, aussi. ensuite il prend leur corps, il nettoie ça, et il les enferme dans une boîte comme une poupée Barbie, là, les espèces de boîtes transparentes, et il les expose le long d'une allée dans son souterrain. C'est poétique tout Un ça. homme délicieux, quoi. Et donc, je sais pas, c'est une manière de les protéger, parce qu'à un moment, il évoque ce terme-là, un peu protéger du monde extérieur qui est méchant, il les conserve purs, en fait, quelque part. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est la série qui développe un peu le psyché, la part noire du personnage. Et c'est justement ce genre d'écriture-là qui est caractéristique de Clyde Phillips. Parce qu'il se contente Mhm. pas juste d'écrire des gars qui tuent des gens. Il écrit aussi leur, Un il, background. oui, comment leur psyché fonctionne, quoi. Qu'est-ce qui les amène à devenir ce genre d'individus?
La Oui, psychologie, la logique, si on peut trouver ça logique un peu. la Euh, rationalisation qui se fait la, dans leur la, tête. voilà, la rationalisation, la manière, il rationalise un peu Leur perversion. de la perversion. Et Ouais. il arrive à faire que tu entres dans leur tête, en fait. Enfin, ouais. Ouais. C'est-à-dire que justement, ce qui fait peur quand tu vois ça, c'est le moment où tu commences à trouver une logique quelque part dans la perversion des gars là. C'est là où justement ça fait un peu peur et c'est là où tu sens que merde, le gars a quand même bien écrit ça quoi. C'est aussi un truc qu'on retrouve dans Mindhunter par exemple, ce truc-là. Mais c'est Dexter le fait aussi très bien. Et donc Ouais. voilà, et donc le fils de Dexter finit par un peu aller du côté du Kurt Cadwell. Donc le Kurt Cadwell essaye un peu de les retourner les uns contre les autres, le père et le fils. Ça amène à un enchaînement d'événements où le fils est tiraillé entre les deux. Il finit par se droguer à une fête, du coup, avec sa nouvelle petite amie, la petite amie qui est la fille de la policière. Et pendant qu'en fait, il est drogué, Harrison, il révèle à la fille bah, il révèle la vérité, quoi, que son père n'est pas vraiment le gars qu'il se fait passer, pour qui il se fait passer, que son nom dans la ville, c'est pas son vrai nom. Donc la fille, évidemment, va tout répéter à sa mère. Et sa mère, bon, évidemment, c'est une policière, elle aligne deux, trois preuves, elle finit par retrouver Dexter Morgan, elle le soupçonne, et au final, elle l'enferme. Et bah en fait, c'était au moment où Dexter prévoyait de quitter la ville avec son fils pour pouvoir pleinement lui enseigner le code, parce que finalement, Dexter décide de d'ouvrir sa part d'ombre à son fils, d'ouvrir la porte, mais c'est trop tard, le fils a déjà fait fuiter l'information, donc la policière enferme Dexter dans la cellule de prison. Il appelle l'ancien personnage de la série, Batista, pour venir le chercher, pour l'interroger. Donc les choses ne sentent pas bon pour Dexter. Mais Dexter a une dernière carte à jouer. Il réussit, je sais plus exactement comment, à éloigner la chef de police. Ah oui, il l'éloigne en jetant en pâture le Kurt là. Il lui dit, tu sais, bah, il lui révèle où sont passées toutes les femmes qui ont disparu depuis des années. Et il lui dit que s'il va fouiller la cabane, si elle va fouiller la cabane du Kurt, elle va trouver les corps des femmes, etc. Donc la chef de police s'éloigne. Dexter reste seul dans le commissariat de police avec un autre personnage, l'adjoint policier, qui est aussi le prof de Mhm. gym. J'ai oublié son nom, mais on va quand même le mettre parce que c'est quand même important qu'on en parle de ces trucs-là. Là où la Dex- série a déconné. Parce que justement, le principal problème de la série, on va pas passer par quatre chemins, c'est que Dexter, pour pouvoir s'échapper du poste de police et rejoindre son fils pendant que la policière Bishop est éloignée, Dexter réussi à berner, comment il s'appelle, on va trouver comment il s'appelle, Sergent Logan, joué par Alan Miller. Donc Sergent Logan qui est un mec bien en fait, respecté dans la ville, agent de la police, professeur de gym de l'école. Et en fait, Dexter réussit à attraper le gars à travers les barreaux de la cellule. Le gars résiste. Dexter lui dit de ne pas résister, mais le gars résiste quand même parce que il fait son travail, quoi. C'est un honnête homme. Et Dexter tue le gars. Donc il lui brise la nuque à travers les barreaux. Tu veux parler de ce point-là, Gigi? En fait, c'est ça qui a été le point là où la série m'a lâché. C'est, comment on appelle ça? C'est de voir comment Dexter tue pour la première fois un innocent. C'est pas la première fois. Il a déjà tué avant, mais c'était pas comme ça, en tout cas. Ben là, c'était un peu choquant parce que ça sortait du caractère. C'était out of caractère, je crois. Exactement, ouais. C'était out of caractère et ça a un peu choqué et ça a rendu le personnage de Dexter comme un simple serial killer comme les autres, en fait. Ouais, un simple animal qui tue sans Oui, distinction. sans distinction et le fait qu'il essaie de s'échapper, la fin a été très décevante. Elle est plus décevante même que la fin de la saison 8 en fait. Ouais, Et le fait aussi, ouais. et le fait aussi que bon, son fils le tue à la fin, ça n'a. Juste avant d'aller sur ça, Dexter a déjà tué des innocents. Il a déjà tué, par exemple, au début de la saison 3,
il s'était introduit dans la maison de l'un des gars qui prévoyait de tuer, un dealer de drogue, mais il est tombé sur une altercation entre le dealer de drogue et quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et cette personne qui ne connaissait pas s'apprêtait à tuer sa cible. Et en fait, Dexter l'a tué par légitime défense, parce que quand il est tombé sur l'altercation, le gars essaie de le tuer lui, et Dexter s'est défendu, il lui a mis son propre couteau dans le cœur. Mais justement, c'est ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'après avoir tué ce gars qui n'avait pas prévu de tuer et qui n'était pas prévu dans le plan, Dexter est ébranlé pendant tout l'épisode, il se dit mais c'était pas dans le code ça, Harry ne m'a jamais appris à faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup ce qu'il commence à faire c'est qu'il commence à faire des tas de recherches sur la personne qui vient de tuer pour essayer de justifier le meurtre. Il Son essaie de, acte. ouais, pour s'assurer qu'il rentre dans le code, il essaie de voir est-ce que le gars là n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas violé quelqu'un, il faut que je trouve. Et au final, ne rentre pas dans le code, c'est pas un ange non plus, mais il ne rentre pas dans le code. Et du coup, ça crée tout un questionnement, une remise en question pour Dexter pendant plusieurs épisodes de la série, de cette saison en particulier. Donc ça, c'est juste pour dire que lorsque le peu de fois où c'est arrivé que Dexter tue un innocent, ça n'a pas été anodin. Ça a été quelque chose qui a été la source de plusieurs questionnements, de plusieurs développements. Il a aussi tué une fois euh, il y a aussi une fois où il avait tué quelqu'un, un peintre. Non, c'était un photographe, voilà, un photographe qui Mhm. faisait des photographies morbides. Il faisait des photos, il mettait en scène des femmes justement qui s'étaient fait égorger, qui s'étaient fait mutiler, etc. Mais sauf que en fait, c'était juste son art qui était morbide. Mais Mhm. Dexter, en fait, je sais pas, il traversait une espèce de crise. Il a pas été objectif dans sa recherche de preuves et il s'est dit que si ce gars-là a une fascination pour les photos morbides, il doit avoir quelque chose de pas net. Et c'est l'un des épisodes où il a précipité son meurtre. Il a tué le gars. Et Mhm. en fait, ah oui, je me souviens exactement. En fait, il y avait effectivement des meurtres de femmes et des viols de femmes liés à ce mec-là, mais ce n'était pas le photographe qui les avait tués, c'était son assistant en fait. Et donc Dexter a tué le D'accord. photographe au lieu de tuer l'assistant qui, lui, était celui qui avait perpétré ces crimes. Et pareil, même chose. Après ça, ça a été un questionnement pour Dexter. Il a eu le fantôme de son père qui est revenu le gronder pour lui dire que tu fais n'importe quoi, etc. Mhm. Donc, il y a sûrement d'autres exemples que j'oublie parce que je suis pas non plus l'expert 100% sur Dexter, mais le fait qu'il Mhm. tue le chef Logan comme ça et que la seule chose qu'ils disent après c'est ah Logan, pourquoi t'as résisté? Pourquoi t'as voulu faire le Mhm. héros? Qu'ils prennent les clés et qu'ils s'en aillent, ce n'est pas du Dexter, c'est n'importe quoi. Parce que justement, la raison pour laquelle Dexter est pressé d'aller retrouver Harrison, c'est parce qu'il a quelque chose à lui transmettre. Et ce quelque chose, c'est le code. Mais quel est l'intérêt d'un code De votre qu'il code, va transmettre qu'il vient de briser? buzzé. Ça n'a aucun Ça sens. n'a pas de sens. Et Dexter n'est pas quelqu'un qui fait. Dexter est quelqu'un. Il a beaucoup de traits caractéristiques, mais l'un de ses traits de personnalité, c'est que c'est quelqu'un de rationnel, de trop Mhm. rationnel. Des fois, sa propre rationalité même le blesse lui-même. Mais même dans cette propre saison, l'exemple de ça, c'est Debra, qui vient lui Mhm. rappeler à la gueule tout ce qu'il lui a fait. Donc c'est Mhm. quelqu'un qui ne rationalise pas pour se sortir du pétrin, en fait. C'est Mhm. quelqu'un qui, dès qu'il fait une mauvaise décision, il essaye d'insérer cette mauvaise décision dans un calcul mathématique. Donc ça n'a pas de sens qu'il choisisse de tuer Logan, à moins que la seule chose qui explique ça, et c'est justement ça qui pose problème, la seule chose qui explique qu'il tue le chef Logan et qu'il ne le mentionne pas après, que ce soit rien pour lui, c'est un petit peu comme si le producteur de la série, Clyde Phillips, nous disait alors en fait, Dexter était un tueur en série ordinaire depuis le début. C'était juste un animal. Tout ce que Oui, vous avez vu depuis le début, c'était une blague, c'était une c'était une blague. rationalisation, c'était juste un tueur en série qui essaie de se raconter des histoires. En fait, Dexter, il est comme les autres, et cette scène le prouve. Il a tué le chef Logan, et il s'en fout. Voilà, donc il n'a rien d'ordinaire, votre Dexter, en gros, quelque part. Il n'a rien Je, d'extraordinaire, pardon. Et c'est ça je, qui pose problème. oui, je trouve que ça pose problème un peu à la série et que ça a gâté tout. Ça a gâté tout ce que la saison là avait proposé de positif et on n'arrive pas, on n'arrive pas à sortir de l'image de cette fin là. Et en plus, son fils qui vient encore le tuer après, en lui reprochant X, Y, Z. Non, non. Euh...
Non, Merde. et ça fait que le personnage du gamin devient inintéressant, si Bah, tu veux c'est un peu. surtout ça le problème, parce que la seule raison pour laquelle tu choisis de faire quelque chose comme ça, de te dire que, en fait, votre Dexter, il vaut rien, maintenant le nouveau gars, c'est Harrison. Dexter, c'était juste un gars ordinaire depuis le début. Harrison, c'est lui le vrai gars. Euh, ça ne fonctionne, ça ne fonctionne pas. Bah, C'est, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne euh, pas. Parce que Dexter fonctionne avec un code. Et ce qui est intéressant, c'est le code qui l'emploie et qui devait transmettre. bah oui. C'est ça. Il devait transmettre. Tu ne vous faites que dire que c'est juste un tueur comme tous les autres et tout. Et que, en fait, c'est son fils qui a une pseudo-moralité puisque lui et tout. Moi, je Mais trouve que quelle pseudo-moralité? C'est ça aussi, il là, en faut qu'on plus, en parle. Parce que ça, j'ai pas du tout compris. Ça aussi, c'était un bug de personnage. La scène où il tue finalement et réussit à tuer Kurt Caldwell dans son propre couloir de la mort à la souterrain. Et que mhm, du coup, il demande à son fils de l'assister pour découper les parties du corps. Que le fils voit le sang de Kurt couler sur le sol. Et qu'on a un plan en travelling contre-plongée où le fils regarde le sang et qu'il a l'air traumatisé. J'ai pas compris en fait. C'est quoi? Qu'il est traumatisé par la vue du sang? Mais alors qu'il a, juste dans les épisodes d'avant, vous nous avez montré qu'il a des traits sociopathes, psychopathes, et qu'il est, enfin, vous nous avez montré qu'il a des traits violents. Je ne comprends pas en fait. Vous voulez maintenant nous expliquer que le gosse là est un gosse ordinaire et que le méchant père essaie de le pervertir? ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun Qu'est-ce que sens. vous essayez de nous dire exactement? Et si dans ce cas-là c'est un gamin ordinaire, pourquoi vouloir le placer ensuite comme le nouvel élément de la série? Vous voulez nous faire une série, c'est même pas Dexter, c'est même plus une série sur un tueur en série, c'est une série sur quoi? Sur John qui va au lycée? C'est quoi? On est où? C'est, j'ai pas, en fait, je ne comprends pas. C'est- Je, je comprends pas quelle est l'intention, je comprends pas quel est le endgame derrière. Je sais pas si Clyde Phillips prévoyait de faire une suite après ça, parce que tu veux faire une suite sur quoi après ça? Il n'y a rien à écrire. Hein. Et Batista, pourquoi le faire revenir si finalement il n'y a pas de confrontation avec Voilà, Dexter? c'est là où ça a été encore un truc. Il n'y a pas de confrontation avec Batista. Batista qui est teasé toutes les saisons. Bon, faut réexpliquer qui est Batista. Batista, c'était un des policiers qui travaillait dans la même agence que Dexter Oui, sexuel et il est, homicide, police, voilà. et, et il est teasé un peu dans cette saison de Dexter, justement par rapport au personnage de la copine de Dexter qui le rencontre, je crois, c'est ça? Ce qui le rend. Oui, voilà, c'est ça. Elle le rencontre à une convention. Mhm, Je sais plus si c'était à New York ou ailleurs, mais une convention des détectives de police. mhm. Elle va le voir pour lui poser des questions, du coup, parce qu'elle avait la piste de Dexter, et donc elle voulait lui poser des questions. Enfin, elle avait pas la piste de. Enfin, oui, elle avait des pistes sur Dexter, mais elle savait pas que c'était lui, bref. Et elle rencontre Batista par hasard, et ils échangent quelques informations. Et finalement, à force de mettre toutes les pièces du puzzle bout à bout, elle finit par comprendre qui est Dexter et elle veut appeler Batista pour le confronter à Dexter pour le forcer à avouer. C'est un peu ça. Et Batista, il voit les photos qu'elle lui envoie, enfin, il voit les photos et il lui dit immédiatement ne bougez pas, j'arrive tout de suite, je prends le premier avion et je débarque. Et ça fait monter la tension, ça fait augmenter le climax, parce qu'on se dit, oula, tous les éléments convergent, il va y avoir une confrontation entre Batista et Dexter, sachant que Dexter a tué la compagne de Batista, qui était le sergent, la lieutenant. C'est pas lui qui a tué, c'est sa sœur. Oui, c'est vrai, c'était sa sœur. C'est vrai, mais quand même. Du coup, Batista aurait eu beaucoup de questions à poser à Dexter, je pense. C'est une opportunité gâchée. On a presque l'impression que Clyde Phillips avait une vision pour la suite de la série, mais je sais pas, qu'on lui a dit que non, ça devait s'arrêter là. Du coup, il a réécrit le dernier épisode en vrac, vite fait. Ah, il faut que, je sais pas, on a l'impression qu'à la base, Dexter ne devait pas mourir,
Mais qu'ensuite, je sais pas, il y a les studios, je sais pas, on lui a dit non, le personnage de Dexter doit mourir pour laisser la place, ou je sais pas, parce que tout indique dans les setups et dans le foreshadowing et dans tous les petits éléments de scénario narratif qui sont mis en place, tous les petits indices indiquent que Dexter va survivre dans la saison, qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place. Mais le fait que Dexter meure à la fin, ça rend tous les développements mis dans la saison inutiles. C'est-à-dire que tout ce que la série a construit d'épisode en épisode devient caduque, devient inutile. Ça ne mène C'est de la nulle part. connerie. C'est de la connerie. Et ça montre à quel point comment finir. Et c'est pour ça que c'est bon de voir ça aussi, c'est parce que c'est un cas d'école. Parce que ça montre comment tu peux écrire quelque chose de bien pendant, on va dire, 6 7 8 épisodes. Mais si tu ne termines pas bien ton œuvre, c'est ça que les gens vont retenir. Les gens n'ont pas retenu que le truc était bien écrit jusqu'à la huitième ou la neuvième saison. Les gens retiennent la fin. Voilà, ça. Et la fin est tellement ratée que tout l'ensemble est insulté, quoi. Bah, en fait, c'est ça. Mais justement, le problème, c'est que, en fait, le problème de la fin, c'est qu'elle est tellement, c'est même pas, le problème de la fin, c'est que c'est même pas seulement une fin mauvaise. C'est ça le problème. Parce que des fins mauvaises dans les séries, il y en a des tas. Mais une fin mauvaise qui invalide tout ce qui a été créé de bien avant, c'est ça qui est problématique et c'est ça qui est un désastre. C'est un peu, si pour trouver un équivalent, c'est un peu, bon, pour citer, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Parce qu'il y a des franchises de cinéma aussi qui ont fait ça. On te fait une Mmh. suite, et dans la suite, on t'explique qu'en fait, le personnage que tu croyais qu'il avait des valeurs, en fait, il les avait pas depuis le début. Je prends l'exemple de Star Wars, par exemple. Ah oui, oh oui, oh oui, oh oui. Pourquoi ils ont été dégoûtés? L'épisode 8. L'épisode 8. Mais oui, donc avec Luke Euh, euh, Skywalker. mmh. Donc c'est ça qui est dévastateur, c'est pas de faire une mauvaise suite ou une mauvaise fin. C'est quand dans cette... Voilà, je viens d'avoir l'exemple que je voulais chercher, je vais le dire après. Mais c'est quand tu fais une fin qui détruit, qui implose tout ce qui a été fait avant. L'exemple par exemple, un autre exemple, c'est la série Doctor Who. Mhm. Je sais pas, je t'avais un peu expliqué. En fait, il y a un épisode de Doctor Who qui a anéanti, détruit tout ce que la série avait fait depuis le début. C'est l'épisode de Timeless Children. C'est un épisode en fait. Non, c'est un épisode où on t'explique qu'en fait le docteur n'a pas 13 régénérations. Le docteur, c'est un peu un alien, c'est un peu une entité, c'est un peu un extraterrestre qui voyage à travers de son vaisseau spatial et qui sauve des planètes, sauve des univers, on va dire. Je le résume comme ça, je le résume mal, mais en gros, c'est un personnage qui fait partie de la pop culture britannique depuis des années. C'est la série la plus vieille du monde. C'est une série qui date de 50 ans et c'est un héritage culturel extrêmement important pour les Anglais, pour les Britanniques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un personnage qui est joué à chaque fois par des différents acteurs. C'est-à-dire que lorsque le personnage du docteur meurt dans un conflit ou dans un épisode ou autre, en fait, ce personnage a développé la capacité d'échapper à la mort. Ses cellules se régénèrent. Donc elles prennent feu littéralement. Mais le prix de cette régénération, c'est que chaque fois que son corps subit une régénération, ça change aussi son ADN. Donc il change de visage, il peut même dans la dernière saison, il a même changé de sexe. Pour la première fois, le docteur a été une femme, parce qu'avant, c'était toujours incarné par des hommes plus ou moins vieux. Là, le 13e docteur, le fameux 13e docteur, joué par Jodie Whittaker, est devenu une femme, en gros. Mhm. Et un peu l'explication autour de cette décision, c'est que, ah, il était temps, c'était l'heure d'un changement, Women are the future, que des raisons, aucune raison qui tournait pour des raisons de vision artistique ou autre, c'était que des raisons d'agenda politique. Bref, ce fameux épisode-là, Timeless Children, en fait, dans cet épisode, il voyage dans le passé et on t'explique qu'en fait, le docteur, le 13e docteur n'est pas le 13e docteur. À la base, c'était une petite fille d'origine, bon, qui avait la peau noire, racisée, qui jouait un peu à côté du palais des Seigneurs du Temps, qui a été kidnappée par une femme qui a fait des expériences sur elle, qui l'a fait se régénérer plusieurs fois pour pouvoir tester un peu ses capacités de régénération.
Et en fait, le 13e docteur, celui qu'on a toujours appelé 10e, 11e, 13e docteur, ce sont pas les 10e, les 11e, les 13e. Ce sont les. On ne sait même pas c'est les combientièmes, parce que cet épisode en particulier a foutu en l'air toute la timeline construite sur 50 ans, en fait. Je sais pas si tu vois un peu. Mhm. C'est-à-dire que toute la trame narrative, tout ce qui a été construit, chaque fois qu'il y avait une nouvelle saison de Doctor Who, les nouveaux scénaristes se basaient sur ce que les anciens scénaristes avaient écrit pour créer une histoire autour qui soit cohérente. Cette saison a fait Mhm. abstraction de tout le travail de 50 ans de travail d'artiste pour pouvoir implanter sa petite histoire que non, ce que vous avez vu depuis le début, c'est de la merde, et en fait, c'est nous maintenant qui avons la vérité. Et c'est ça qui est destructeur. Et je compare avec Dexter New Blood parce que, en fait, Dexter New Blood fait exactement la même chose. Avec la façon dont Dexter tue le chef Logan, sans aucun remords, ça annule absolument, ça annule le code, ça annule les décisions de Dexter jusqu'à présent, ça annule la décision de Dexter d'avoir voulu épargner Dox quand Dox a découvert la vérité sur lui, ça annule tous les choix depuis le début en fait, ça fait imploser absolument tout ce pourquoi on a suivi cette série, tout Ouais. ce en quoi on croyait, Et ça ne marche pas. et Ça ça ne ne marche fonctionne pas. pas. Et j'ai même le soupçon que j'arrive pas à m'enlever de la tête que c'est encore une fois une œuvre qui crache sur la paternité. Parce que le fait de dire ah le père c'est un salaud, ah c'est la faute du père, etc. Le truc qui ne sort de nulle part en plus, je trouve que c'est pas positif, ça fait pas du bien. C'est parce que le fait de dire que Harrison en fait sa pardon, son passage noir, c'est que à cause de son père, parce que ça aussi c'est sous-entendu. Ça, c'est sous-entendu qu'une fois que Harrison a tué son père, il n'a plus de passager noir. Son passager noir, c'était juste son père. Donc son père, c'est tellement un salaud que enfin, il faut Le le tuer. wokisme féministe? Je sais même pas si c'est ça, parce que là, en plus, c'est Clyde Phillips. Donc je ne comprends pas t'es vraiment devenu Anakin. T'as vraiment trop vécu longtemps et t'es devenu le vilain. Et ça, c'est une récurrence aussi, ce truc-là, des gars du passé qu'on respecte, mais qui, à force de vieillir, qui, à force de, de pas savoir s'arrêter à temps, finissent par détruire leur licence. C'est pareil pour Matrix, c'est pareil pour les Wachowski. C'est la même chose. Regarde Matrix 4, c'est la même chose. C'est même pas un mauvais film. C'est un film qui détruit tout ce que la trilogie précédente a fait. Et ça, c'est pire qu'une mauvaise fin. C'est pire. Si à la limite tu fais une mauvaise fin, genre regarde par exemple, je vais prendre un exemple Spider-Man, Spider-Man 3 de Sam Raimi. Le 3, bon, c'est le moins bon, clairement le moins bon, mais il ne détruit pas ce qui a été fait dans le 2, il ne détruit pas ce qui a été fait dans le 1. À la limite, tu peux dire c'est juste un mauvais film, mais il est isolé. Les dégâts sont isolés. Mais dans un cas comme Dexter, le dernier épisode fait imploser, c'est le détonateur sur tout ce qui a été mis avant. Et c'est ça qui est impardonnable. Et encore, bon, peut-être moi là, franchement, moi ça m'a atteint. Je prends même pas du plaisir à dire du mal de la série. Limite, je suis plus déçu qu'autre chose. Il y a des gens carrément, j'ai vu sur YouTube des réactions de gars qui se sont mis carrément à pleurer en faisant la review de l'épisode. Ils se sont filmés, ils pleuraient en direct. Je te jure, genre, ils ont commencé la review de l'épisode, ils étaient calmes au début. Ils ont dit, bon, je vais essayer de parler de l'épisode à chaud. À 15 minutes de la vidéo, le gars commence à fondre en larmes. Je parle d'un gars, hein. Il commence à dire que lui, qui comprend pas, que Dexter ne s'est jamais comporté comme ça. C'est-à-dire que c'est un personnage qui était. Des gens avaient une proximité avec le personnage parce qu'on est tellement rentré dans sa psychologie au fil des saisons. On connaît le gars psychologiquement, on le connaît. Donc c'est un peu une trahison aussi quelque part. C'est vraiment pas avec du plaisir que vraiment on est là à critiquer cette série. Vraiment, c'est vraiment décevant. C'est une trahison. Et le fait en plus de s'être fait trahir par le créateur original de la série, je sais Ça vraiment encore, pas. c'est ça qui passe le moins. Je sais pas qu'est-ce que. C'est ça qui passe le moins. Donc, là, il n'y a même pas une potentiel de faire une suite, c'est complètement, je vais faire comme si, franchement, voilà, j'ai pas vu, ça n'existe pas, quoi. Mais tu veux faire quoi? Tu vas faire que maintenant Harrison il continue tout seul et il voit Dexter en fantôme et Dexter ça ne fonctionne pas. Le seul moyen,
Mais tu nous effaces ça, tu nous dis qu'en fait la balle ça a pas tué Dexter, il est dans le coma. Je sais pas, tu te démerdes. Mais c'est mort. Non, non. Parce que tu peux pas tuer Dexter comme ça. Pas en faisant que non, mais je sais pas, c'est quoi? C'est quoi? C'est un énième, l'énième métaphore de Deep? Il faut tuer son père pour avancer, je comprends. Même si c'est le cas, même si c'était le cas, c'est mal fait. Non, mais si on est vraiment dans la fin de trop, et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment souvent dans certaines suites de films ou certaines suites de séries. Le seul, par exemple, en aparté, celle qui a réussi vraiment, je dirais, un remake suite qui s'est transformé en série et qui a réussi à respecter le personnage jusqu'au bout de ce qu'il il est, c'est Evil Dead, en fait. Ouais. La série Evil Dead, jusqu'au bout, respecte tout le truc de Bruce Campbell et toute sa psychologie, tout le truc. Il ne trahit en aucun cas le personnage. Il développe le personnage même plus loin, quoi. C'est pour ça que je trouvais que cette série-là, le fait qu'elle n'ait pas eu trop de succès, la série Evil Dead, qu'elle était suivie que par les fans d'Evil Dead, tu vois, un peu, ça me dérange un peu. Mais Dexter, c'est horrible. Pour nous qui espérons que les dit, bon, on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu du fait, ouais, chiant, c'est que ça de la saison 8 et que on voit tout ce qui s'est passé de positif sur c'est quoi, c'est 9 épisodes, non, c'est ça? Sur 8 épisodes, c'est le neuvième qui vient ruiner tout. Et quand ça Mhm. ruine tout, ça ruine pas seulement la saison 6, ça ruine tout ce que vous avez créé. Et Mais c'était oui, mais scandaleux. C'était scandaleux. c'est- je comprends C'était pas. Je comprends pas. Et c'est ça aussi qui me perturbe, c'est que je n'arrive pas à t'analyser quel est l'agenda, quel est le endgame, quelle est l'intention derrière. Parce que ça se tire une balle dans le pied à tous les niveaux. Après avoir fait ça, comment tu peux t'attendre à ce que le spectateur puisse s'identifier au personnage de Harrison? Enfin, t'as pas envie de le suivre, ce gamin, à moins d'être complètement déconnecté de la réalité ou je sais pas. Tu peux pas. C'est quoi? C'est un message par rapport auquel, c'est se décharger de ses responsabilités. Si on a des problèmes dans la vie, c'est la faute du père. On est responsable de rien, c'est la faute du père, de la société, je sais pas. Il n'y a que des mauvaises leçons à tirer de cette fin. Il n'y a rien de positif. Je J'essaye de réfléchir à quelque chose de positif qu'il a voulu essayer de dire, mais c'est c'est quoi? C'est mal d'être un tueur en série. En fait, on a fait 8 saisons sur un tueur en série, mais à la fin, vous devez comprendre qu'en fait, c'est mal de tuer des gens. Et donc, le tueur en série, vous voyez, il a été puni. Donc maintenant, arrêtez de regarder Dexter et passez à autre chose. Je... euh, reste sans je... voix, hein. Et en aparté, par rapport à Evil Dead, la série créée par Sam Raimi, enfin il a réalisé, oui, c'est lui qui a créé ça. Touchons du bois, hein, parce que justement, Sam Raimi, pour l'instant, il nous a pas encore trahis. Mais justement, quand je vois les trahisons qui s'enchaînent d'année en année, je sais pas combien de nos Ouais, gars nous mais ont trahis, mais Sam euh, Raimi avec Doctor Strange 2, là, moi je reste prudent, hein, parce que si Clyde Phillips a pu nous trahir, je sais pas à qui je peux faire confiance maintenant à l'époque où on vit. qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est normal, hein, pour moi. Hmm. Parce que euh, pour moi, c'est normal que tu vois un réalisateur. Gars, les gens vieillissent, quoi. Ça c'est Mais les. vieillir jusqu'à renier tout ce en quoi tu crois à la base, c'est vrai qu'il y a plein d'exemples, mais moi ça me terrifie ce truc-là. On va être La pareil nous vie, quand on va vieillir, c'est-à-dire je trahir sais tout ce pas. en quoi. Je sais pas. On ne sait pas quand tu auras 60 ans, 70 ans, la perspective que tu as sur les trucs, la lassitude.
quelqu'un que j'ai pas encore vu trahir, bon, je sais pas s'il réalise encore. John Carpenter n'a jamais fait ça. Ah, c'est vrai. John Mais lui, c'est Carpenter n'a mon jamais gars. fait ça. Lui, il a jamais fait John, ça, ouais. Car- John Carpenter a toujours été truc. Oliver Stone n'a jamais, n'a jamais, c'est-à-dire tous les films qu'il a fait sont toujours dans la ligne directrice de ce qu'il défend. Parce que Oliver Stone, comme j'ai toujours dit, les réalisateurs ont des thèmes. Parce que Oliver Stone, c'est le gouvernement américain, c'est de la merde. Tous ces films, c'est ça. Hmm, Tous les films d'Oliver Stone, c'est ça. Le gouvernement américain, c'est de la merde. hmm, Platoon, qui est une critique de la. Platoon, c'est une critique de la guerre du Vietnam parce qu'il a été un militaire de la guerre du Vietnam. Donc, il a vécu ça. d'accord. C'est la critique de la guerre du Vietnam. Born in a 4 July avec Tom Cruise, toujours d'Oliver Stone, c'est la manière dont on a traité. C'est en fait l'histoire d'un militaire revenu du Vietnam devenu tétraplégique et qui voit comment il est délaissé par le gouvernement et tout, qu'il n'y a pas une suivi des militaires qu'on a envoyés dans la guerre du Vietnam. Ça dénonce encore le gouvernement. Comment s'appelle encore l'autre là? Wall Street, sur à travers les personnages de Gordon Gekko, là, comment on appelle ça, les dérives un peu du monde de la finance, et d'un monde sans foi ni loi et autres et tout, qui le gouvernement n'arrive pas à réguler. On parle encore JFK, complot, Richard Nixon, complot, Mhm. Snowden, c'est lui qui avait réalisé le film Snowden. Encore, tu vois, c'est toujours cohérent. Oui. Jusqu'à, c'est toujours ce qui croit depuis la Snowden. Le dernier film que j'ai vu de lui, Snowden, c'est ça. Ça, j'ai bien envie de jeter un œil. Mais Snowden, c'est ça. Snowden, les gars nous fliquent. Tu vois, un peu, il y a toujours ça chez Oliver Stone. John Carpenter, c'est à peu près un peu la même chose que Oliver Stone aussi. C'est Non, à peu près. non, Charles dit dans le chat, Carpenter est pas mort. Non, il est pas mort. Tonton, il s'accroche. Oh. Charles dit Sam Raimi a déjà travaillé avec le remake de Evil Dead et Doctor Strange 2. Non, 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 Doctor non, Strange non, 2 le n'est pas, remake, Doctor non, Strange 2 n'est pas encore je sorti suis pas d'accord avec toi. et le remake de Evil Dead, Je suis pas d'accord. Je c'est suis pas une pas bonne d'accord. comparaison. Moi, je pourrais aussi dire que George Lucas a trahi avec les suites de Star Wars. Je Il a n'ai vendu pas les droits. le remake d'Evil Dead est parfait. Ça, c'est ce que j'aime. Ah, Gigi, il parle pas de Ash versus Evil Dead. Ah, Il il parle parle du du remake film. du film Evil Dead avec Ah, le ouais. Evil Dead version Girl Power, là, je Ça, sais c'est pas pas quoi. lui ça, c'est pas lui qui l'avait réalisé. Il avait vendu ça. Exactement, c'est pour ça. Je Il avait dis, vendu rien à ça. voir. Ça n'a rien à voir. Je ne me dis pas le remake que lui, il était derrière. Je parle du remake de la série. Oui, Ash versus Evil Dead. Non, George Lucas, il est complètement devenu ce qu'il a détesté, hein. George Lucas, lui, il a dit, bon, les mecs, j'en ai marre un peu. Vous m'avez trop insulté par rapport à la prélogie. Je vous donne je vous donne comment on appelle ça? Je vous donne Lucas Studio, quoi. Et quelque J'en ai marre. part, c'est difficile. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Mais je peux pas lui en vouloir, hein. Quand tu te fais autant insulter comme ça, là, par rapport à ton œuvre et tout, tu es fatigué un peu. Les fans de Star Wars, c'est des idiots, hein. Non, les fans de Oh Star Wars là. ont l'air compliqués, hein. Oh. Ils sont très compliqués. Oh. Lui, c'est ça, Lucas est devenu son père. Il est financier, hein. C'est un fils de financier, hein. Un fils de chef d'entreprise. Bon, je faisais l'analogie, ça, on avait parlé de ça dans le podcast de Batman déjà. On l'avait évoqué. On avait évoqué ce truc-là. Je ne vais pas un peu revenir là-dessus. Mais en gros, c'est ça. Mais il y a des gars qui tiennent, hein. Il y a des gars qui tiennent, hein. Mais je peux comprendre aussi que quand tu prends de l'âge, tu n'en as plus rien à cirer. Tu es saoulé un peu. Et tu commences à proposer des choses un peu. Moi, ce que je fais quand il y a ce genre d'individu, je dis bon, je te suis plus, je regarde ce que tu as fait avant.
Oui, mais tu vas regarder ce qu'il y a fait avant, mais tu auras toujours cet arrière-goût dégueulasse dans le coin de ta tête où tu sais comment. Tu seras toujours dans. Tu auras beau regarder les premières saisons de Dexter, il y aura toujours un côté, quelque chose dans ta tête, la vision Hmm. de Dexter en train de tuer le chef Logan et n'en avoir Moi, rien à je sais pas. cirer. Je n'ai pas ce problème-là. Peut-être toi, mais moi, j'ai pas ce problème-là parce que je sais toujours effacer les trucs qui m'ont marqué. C'est comme un peu le Matrix 4. Je l'ai vite effacé dans ma tête. Pour moi, ça n'existe pas. Moi, J'aurais regardé les trucs. j'avoue que pour Hein? ça, j'ai pas eu de Ouais, problème. j'ai effacé. Oh, putain, en parlant de viol, il y a eu du Oh, viol. Trigger warning. En parlant de viol, mais il y a eu du viol. C'est du viol. Neo a été Euh, violé. Matrix viol, a été violé. viol avec quoi? Parce que elles ont plus. Bref, non, technical difficulties. Allô, allô. Ah, bref, Non, mais la connexion est revenue. c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Et pour moi, et pour moi, ça représente un peu tout ce que je peux facilement dire, bon, ça n'existe pas. Bah ok, Pour, mais pour ça Dexter, n'existe je sais pas. pas. De toute façon, je suis tellement déçu maintenant Waouh, c'est je je sais même pas quoi dire, je sais pas quoi dire aux fans de Dexter, je sais pas quoi dire aux gens qui connaissent pas Dexter mais qui aimeraient découvrir. Je sais pas dire quoi que ce soit à qui que ce soit, j'ai même pas totalement digéré la trahison parce que c'est clairement une trahison. Et aussi, je commence à en avoir marre un peu de cette mode arrogante, hautaine des nouveaux auteurs et de la vibe aussi dans les scénarios aujourd'hui de vouloir tout déconstruire, de vouloir faire Ah, une subversion de tout, de vouloir te dire, oh là c'est une là. nouvelle mode aussi ce truc-là de vouloir dire que, ah, en fait, ce que tu croyais être vrai, c'était pas vrai. Il y En a, il y fait, a- on va tout casser c'est- pour faire une subversion de tes attentes. Mais sauf que la ça, subversion des attentes, c'est intéressant que quand il y a du talent derrière, que quand il y a une vision derrière. Si c'est une subversion, juste pour faire une subversion, tu détruis juste. La destruction, ça sert à reconstruire après à la base. Si c'est juste détruire pour détruire, ça s'appelle de la connerie et ça s'appelle le diable. Je suis désolé, ça s'appelle le mal. Ça, c'est Tolkien qui disait ça. Le mal n'est incapable de créer quoi que ce soit, il ne peut que détruire. Il a totalement raison. Mais Le truc de c'est déconstruction, ça ne sert à rien si tu proposes rien derrière. Rien des, des, de eh, constructif. les déconstructions un peu que je vois partout là, c'est n'importe quoi parce que déconstruire, déconstruire pour déconstruire, ça ne sert à rien. Et surtout aussi déconstruire, quoi au final, c'est genre, on en revient à ce qu'on parlait dernièrement avec Superman là. Tu vois, on va faire un Superman noir. Pourquoi? Ça, bon, à la limite, c'est pas une déconstruction parce que Superman Quelque part, noir. c'est toujours ça. Mais Quelque Superman part, noir, c'est ça. au moins ils ont créé enfin, Superman noir existe dans les comics. C'est un variant Oui, de mais Kal-El. c'est toujours Personne des. ne lit ces comics. Tout le monde s'en fout, mais whatever. Mais je dis, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est idiot. C'est idiot. C'est idiot. Des mecs qui essayent de déconstruire des choses qui n'ont aucun sens, quoi. Vous déconstruisez des choses en pensant que vous êtes en train de révolutionner quelque chose. Non, vous êtes en train de saccager tout. On vous demande pas de donner de nouvelles. Le truc, c'est pas de chercher à déconstruire, c'est de donner de nouvelles directions. Ils en ont pas, justement, ces gens-là. Voilà, c'est ça. Ils C'est sont ça le perdus, problème. justement. Et ils veulent que Et tout le monde soit perdu comme eux. Parce que vous, compagnie likes misery, comme ils disent les anglo-saxons. ouais, non, vous cherchez à déconstruire alors que non, il faut chercher de nouvelles directions, de nouvelles Ils pistes, sont perdus, ils sont tristes, la de plupart. Ils prennent des nouveaux, antidépresseurs. Bref. de nouvelles pistes, pas forcément de déconstruire. C'est comme James Bond. Qu'est-ce que ça sert de faire James Bond déconstruire en disant bon, on va vous le tuer là, et on va vous mettre la nana noire là.
Ça n'a aucun Parce sens. que c'est la cible de choix, justement, parce que Ça n'a aucun sens. ce n'est plus autorisé aujourd'hui, en 2022, c'est devenu un tabou limite de l'Église, comme à une époque avec l'excommunication de l'Église, c'est devenu un tabou d'avoir des personnages masculins au cinéma ou représentés à la télé. Et a fortiori des hommes blancs, mais la masculinité aujourd'hui, ça devient tabou, et petit à petit, tous les modèles de masculinité ou qui dégagent de la virilité, ils vont être évacués petit à petit. Tu as des petits rescapés par-ci par-là, comme The Rock, Jason Statham, etc. Tu sais pas Encore The pourquoi. Rock, encore The Rock, encore, il faut mettre beaucoup de guillemets parce que The Oui, Rock a une image très light, très positive, très Papa Noël maintenant. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. je vois un peu, ouais. C'est même quand tu mets The Rock, c'est oui, The Rock, c'est le costaud. Il s'est créé cette nouvelle image de costaud, gentil, light heart, le cœur sur la main. J'aime The Rock, hein. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. J'adore l'histoire de ce mec. C'est une des histoires les plus fascinantes du showbiz américain, du catch. Je pense que c'est même pour moi parce que j'étais fan de catch à une époque. Je pense même que c'est le catcheur le plus charismatique de l'histoire. C'est ce mec a révolutionné même le catch en termes d'entertainment. Et ça, c'est un autre débat, mais euh, je pense que pour The Rock, un peu, cette image est très. Il a une image très lisse maintenant, tu vois un peu. Mhm. Ce qui n'était pas une certaine époque quand il faisait le catch. Le catch, il était controversé. C'est assez paradoxal parce que moi, le The Rock que moi je connais, c'est controversé. Tu vois un peu. C'est quelqu'un qui a. Lui, tu me parles de quelqu'un qui a changé les codes du catch. Lui, là, il a changé énormément. Énormément. Les codes du catch, le trash talking, le truc comme ça, là, c'est lui qui a apporté ça avec les Steve Austin et toutes les clics. Bon, bref, je ne veux pas aller dans le catch, c'est un autre débat. Mais The Bah, Rock est une c'est dans le figure. sujet, hein. Hein? C'est dans le sujet, hein. Mais je trouve un peu que l'image light art que je vois, et c'est un peu pour apaiser le physique imposant qu'il a. Je Oui, sais je pas si tu vois un vois un peu, peu ce que je tu vois veux. exactement, ouais. C'est pour apaiser un peu le physique imposant et trucs. Alors que moi, ça me dérange pas de voir un mec qui a un physique imposant comme ça et dégager quelque chose d'imposant, quoi. Maintenant, il y en a très peu. Tu vois, un peu, il y en a très peu. Et pourtant, je ne suis pas cette catégorie d'hommes, hein. Je ne suis pas cette catégorie d'hommes, mais Toi non plus. je ne veux pas qu'on Mais sclérose tu aussi. aimes être inspiré par ces gars-là. Tu aimes. Oui, ouais, je ne veux pas qu'on sclérose aussi ce genre d'individu. C'est Au ça, contraire. Mais au contraire, c'est une bonne chose qu'on voit ce truc-là. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Que bon, ok, parce qu'il faut accepter LGBT, je sais pas, tout, ces gars-là, on va pas les faire aussi, trucs-là. Eux, ils sont maintenant discriminés. Je suis désolé, on discrimine beaucoup les hommes les hommes imposants comme ça. Et moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis vraiment pour la diversité. Et c'est ça qui me plaisait dans les années 90. Il y avait les années 90, les années 80, les années 70. Le cinéma américain dans cette période-là, je dirais même le cinéma, c'est qu'il y avait une diversité de personnes. Tu pouvais voir un mec comme Burt Reynolds, qui était un mec qui jouait des rôles d'individus imposants, et tu pouvais voir, comment il s'appelle l'acteur qui joue le parrain là? Al Pacino. Pas seulement Al Pacino, le gars qui joue le frère, c'est un grand acteur même, c'est même un grand acteur, celui qui joue le frère de Al Pacino dans le parrain là, c'est un très grand acteur ce gars là, il est mort, c'est John Cazale. Hmm. John Cazale, c'était un super grand acteur, même dans The Dare Hunter, Dog Day Afternoon. John Cazale, c'était un grand acteur. Il y avait des gars comme tu pouvais avoir Burt Reynolds et tu pouvais avoir John Cazale. John Cazale, c'était un acteur un peu à la Phyllis Seymour Hoffman, un peu. Tu vois, un Hmm. peu, c'est un des acteurs les plus brillants des années 90. Mais il est mort très tôt. Il est mort, genre, en 78. Il est mort à genre, 43 ans. Il est mort très jeune. Tu vois, un peu. Mais on avait ces gars, on avait tu vois, un peu, Hmm. cette variante-là. Tu vois, un peu. Maintenant, j'ai l'impression que tu dois être. Bah, si t'es pas comme Timothée Chalamet, tu fais chier, C'est quoi. à lui que je pensais en plus.
Ouais, si tu es pas comme Timothée Ah non, Chalamet, le type de modèle, c'est Timothée Chalamet. ouais, si tu es pas comme Timothée Chalamet, c'est chiant. À À la limite, on à la peut limite, tolérer Tom Jason. Holland. À la On limite, peut Tom Holland, tolérer, parce qu'il est inoffensif, il dégage quelque on chose peut de tolérer gentil. Jason Momoa, mais Tu pourquoi? vois, Mais on va te. Tom Holland, c'est un peu le genre de gars qui est prêt, qui serait prêt à écouter les Ouais. discours sur l'afroféminisme, Je etc. vais prendre encore un autre exemple. Il serait, il est à l'écoute. Oh, Et c'est ça qu'on tolère. Jason Momoa, c'est le même délire que Dwayne Johnson. Imposant, Oui, c'est mais la on même va faire chose, la ouais. light art. Tu vois un peu. C'est On va ça. pas te faire imposant, mais on va te dire non, il a ce physique-là. Mais dans l'image qu'on va communiquer autour de lui, on va dire c'est un beau père de famille, il est avec ses enfants, euh, souriant. Tu vois un peu, on va essayer de t'apaiser ce genre de gars. Ouais, ouais. Pour une On va sorte les de. faire nounours. On va les faire nounours. Et moi, ça m'énerve. Mais avant, non. Quand tu voyais Schwarzenegger, tu savais que Schwarzenegger, là. Tu savais que Schwarzenegger, là, ça me dérange pas. Quand tu voyais celui qui joue le rôle d'Apollo Yeah. avec la Carl Witus, tu voyais, il y avait Carl Witus. Ça ne te dérangeait pas. Quand tu voyais Tom Béranger, tu voyais Tom Béranger. Tu vois, il y avait ces acteurs-là, mais il y avait aussi d'autres acteurs qui avaient un style beaucoup plus truc. Tu avais des Tom Béranger, tu avais des Willem Dafoe. Ouais. Il y a Je sais pas. Charles qui dit qu'on a dérivé encore. Si t'es pas content, fous le camp. Il y avait ce genre de. Et non, on n'a pas dérivé parce que Dexter aussi rentre dans ce modèle-là. La volonté de destruction. Un homme méthodique, indépendant, qui est dans le contrôle de sa vie, qui est sûr de lui, etc. En plus, qui est blanc. Ah, oh mon Dieu. Évidemment qu'il fallait le détruire aussi, Dexter. C'était impossible que la série se termine sur il s'en sorte. On pouvait pas le permettre de s'en sortir, c'est un autre modèle masculin. Parce que quelque part, Dexter, tu peux dire que c'est un tueur en série, mais tu peux quand même le considérer dans un modèle, dans le sens où apprendre à canaliser ses pulsions, apprendre à ne pas se laisser contrôler par ses émotions, garder toujours la tête froide. Même, il a beau être un tueur en série, mais ça, c'est des valeurs qui peuvent parler à tous les hommes, ça. Tu peux apprendre de Dexter, même si t'es pas un psychopathe, même si tu tues pas des gens. Il a des valeurs à les- transmettre, et ce genre d'homme-là n'est plus autorisé à exister aujourd'hui. Non, si. Mais le pouvoir de la femme est ultime, bien sûr. Non, c'est un peu ça. J'aimerais bien avoir l'avis de Sensei Chris sur ce sujet. Ça, c'est écrit, c'est qui? John Chris de Cobra Kai. D'ailleurs, Ouais, John Chris. faudrait que tu regardes Voilà. Cobra Kai. Et Voilà. d'ailleurs, petit aparté, l'antithèse de tout ce qu'on vient de dire là, l'une des seules séries où il y a qui est rescapée de cette tendance de vouloir détruire la masculinité, les hommes masculins, c'est la série Cobra Kai sur Netflix. Allez la regarder. Et Gigi, il faut que tu la regardes parce qu'il faut absolument qu'on en parle. Ouais, il faudrait qu'on en parle avec. Et en plus, la série critique exactement les mêmes choses qu'on critique. Mais John, moi, je vais regarder cette série pour mon gars. John Chris. Je vais mettre sa photo. John Chris. Non, mais voilà, quoi. Tu vois, justement, il y avait des personnages comme ça. Maintenant, heureusement que Cobra Kai est en train de détruire tout ce délire un peu du Mais wokisme. clairement, Du c'est wokisme. le dernier bastion de masculinité dans l'audiovisuel moderne. Je suis désolé, mais les gens vont penser que j'exagère, mais vous réalisez pas. Non, mais c'est terrible parce que de vouloir scléroser un peu des personnages comme ça, de toujours mettre des trucs. C'est comme la phase 4 Marvel, là. Qui s'en fout? Le Critical Drinker, il avait raison quand il dit ça. Nous, on s'en bat, Yes. on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de voir qu'on va faire le personnage principal de Black Panther. Comment il s'appelle là? Je sais même pas, ça va être tu- un flop. Mais vous Mais réalisez pas, les prochains films de Marvel, là, les séries et les films, ça va être spectaculaire, hein. Les infos parce que moi, quand même, je reste un pigeon. Je suis un pigeon de Marvel, je l'avoue, je l'assume. Je suis beaucoup les news. Et ce que je vois comme news, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Il y a des histoires de harcèlement sur les tournages, des gens des équipes de tournage, films et séries confondues, qui disent qu'il y a une mauvaise ambiance, que ça va flopper, hein. Là, Mobius, que vous avez vu, c'est juste un aperçu. Mais là, Marvel, vous allez voir, ça va être... Qu'est-ce qui s'est passé dans le truc Mobius? Je connais pas Mobius. Non, c'est le dernier film Marvel fait par Sony qui vient de sortir et c'est une catastrophe monumentale. Il y a des tas de mèmes sur Facebook et sur Internet. Personne ne va voir ce film.
Le film est horrible. Genre, j'ai écouté un résumé. C'est Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ce personnage encore c'est ça? l'un des sous-méchants de l'univers Spider-Man. C'est un vampire, tout simplement. Et on te fait un film sur lui merde. Mobius. C'est quoi ça encore ça? Oh Seigneur. Merde, c'est des films de super-héros, hein. Mon Dieu. Oui, parce que la mode de Sony, en fait, c'est de faire des super-héros qui sont dark comme Venom. En fait, ils mettent Venom, ensuite Mobius, et après ils vont faire Kraven de l'univers Marvel. Et C'est ensuite ils quoi vont tout faire, ça? C'est et quoi ensuite tout ils vont ça? faire, après ils vont faire Madame Web aussi, le personnage que personne connaît, que tout le monde s'en fout. Qui va aller voir ça? Personne. C'est quoi Miss tout ça? Marvel. Miss Marvel, C'est quoi ça? la seule raison pour laquelle les gens vont regarder, c'est pour pouvoir démolir la série parce qu'elle est ridicule. Le trailer est ridicule, il est cringy. C'est le malaise total. She-Hulk. She-Hulk, à la limite, c'est un personnage qui pouvait être intéressant, Ah, mais ça She-Hulk, va mon être une Dieu. catastrophe aussi parce que c'est fait avec des She-Hulk. mauvaises intentions. She-Hulk. Ouais, Mais le personnage de She-Hulk, je j'ai jamais vraiment suivi, mais moi j'adore le personnage de She-Hulk dans. Bon, c'est parce que c'est dans l'histoire de Mark Millar, là. Comment ça s'appelle? Logan. Ah, Le truc là, comment ça s'appelle encore là? Old Man Logan. si, si. Old Man Logan. Et elle est super bien là-bas parce que Old Man Logan de Mark Millar, il est génialissime. C'est pour moi, je suis désolé, mais c'est Old Man Logan, c'est pour moi l'un des meilleurs comics Ah, de l'histoire. c'est ce qui a inspiré le film. Non, c'est pas ça qui a inspiré le film. En fait, le film a pris le concept de Logan vieux, mais Ah, la structure du film Logan est beaucoup plus comme les films de, comment ça s'appelle encore ça? Il s'est inspiré de plusieurs films là. Le film de, comment il s'appelle là? Peter Bogdanovich là. Comment ça s'appelle encore ça? Le truc avec Ryan O'Neal. de Gauntlet. Oui, il y a The Gauntlet de Clint Eastwood un peu, mais il y a aussi le truc de Peter Bogdanovich là. Comment ça s'appelle là? Le truc avec Ryan O'Neal, là. Comment il s'appelle? Ça, cette branche du cinéma est une branche encore un peu inexplorée pour moi. Non, c'est Peter Bogdanovich ou bien? Oui, Pepper Moon. Oui, Pepper Moon. Pepper Moon a fondamentalement utilisé le truc de relation père-fille. Road Hmm, movie, road movie, relation père-fille, que tu vois dans Logan là. C'est le film là en fait. Pepper Moon. Je dirais aussi Shane. Il y a une référence à Shane même dans Logan. hmm. La scène où le personnage de X23, c'est ça le nom de la fille? Je sais pas. Je sais plus. Le nom du personnage de Logan, là, sa fille, elle est en train de regarder un film avec le professeur Xavier. Et ils sont en bleu même, en t-shirt bleu, quand ils regardent ça. Le film qu'ils regardent, c'est Shane. Et Shane a la même structure aussi que le Logan, là. C'est pour ça qu'il y a une référence de ce film-là. Shane, truc. Hmm. Dans Old Man Logan, lui, s'inspire d'un autre film. Le comic s'inspire d'un film de Clint Eastwood qui s'appelle Unforgiven. C'est pour ça que tu vois même la couleur même. Si tu tapes même, si tu peux même montrer ça, la couleur même tu tapes Unforgiven, tu vois la couleur. Il y a même, attends, il y a même une photo que je vais te montrer qui va même bien montrer ça. Surtout vers la fin là. Old Man Logan, c'est structuré exactement comme Unforgiven. Unforgiven, ça me dit quelque chose. C'est le film de Clint Eastwood là. Génial film de Clint Eastwood là. Critical Drinker l'avait recommandé. C'est un des plus grands westerns que je kiffe de trop. Ouais, C'est en fait il l'histoire a de fait une critique dessus. Unforgiven. C'est génial. Et tu peux taper Old Man Logan, c'est repris de Unforgiven. C'est totalement, même la tenue de Logan est inspirée de Clint Eastwood dans Unforgiven. C'est totalement le film. Hmm. Dans, quand tu vois, est-ce que tu as même vu le truc de Old Man Logan? Genre l'affiche. J'ai pas vu l'affiche. Attends, je vais te mettre Logan Cowboy.
Quand tu vas le voir en cowboy, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Tu tapes Logan Cowboy. Allman Logan Cowboy. Il y a une, il y a un, Oui, oui. tu vois un peu. Oui, oui. C'est Tu vrai, vois c'est exactement tu, la même affiche. ouais, tu vois un peu. Le Allman Logan Cowboy, tu vois Mhm. C'est vrai que c'est le même style. c'est le même style, c'est la même histoire, le même truc. Un vieux rescapé qui est dans le monde du phare. C'est le même délire. C'est le même délire. Même délire. Mais il a fait ça, mais justement, Marc Millar a fait ça avec des personnages de super-héros. Ok. C'est pour ça que c'est pour moi l'une des meilleures histoires de comics jamais écrites, ça. Je dis, mais tu as fait un western avec ça. Hmm. Tu as fait un western avec ça. Et ça, je suis désolé, c'est un des meilleurs comics jamais écrits, quoi. Si, si. Non, non. Logan, non. Logan, il était bien fait. Logan, le Logan que vous avez vu n'est pas inspiré de ce Logan comics, là. C'est juste qu'ils ont pris le concept du jeu. Du vieux Wolverine, mais c'est pas du tout inspiré. C'est pas la même histoire, c'est pas le même concept, c'est pas le même truc. Parce que c'est justement ce que j'ai envie de parler souvent, parce que souvent les gens disent, tu vois, les gens sont très superficiels, ils regardent un truc, ils n'essaient pas de comprendre, ah, comment ce gars-là a construit et structuré le film que vous avez fait, que vous avez vu. Et souvent, vous pouvez voir un film, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas dans le même univers, mais, mais justement, la structure qui suit, on reprend les codes de deux films qui ont une forme différente peuvent avoir la même structure. Si, Parce si. que un s'inspire de la structure de l'autre. Je sais pas comment expliquer ça pour qu'on me Ça, comprenne. c'est des trucs qu'il faut vraiment avoir regardé beaucoup de films pour voir un peu ce genre de trucs. Après, tout le monde n'a pas forcément la Ouais, possibilité. il faut regarder les films, mais il faut aussi créer aussi. Quand tu crées aussi Pas tes propres trucs. nécessairement, hein. Pas nécessairement. La plupart Ouais, des critiques oui. de cinéma et de films, même Mhm, sur YouTube, tu vois critiquer des films, ils ont mhm, rien produit, hein. C'est juste qu'ils en regardent mhm, tellement. Quand tu as consommé une quantité tellement énorme de mhm, films ou d'animés ou que sais-je, et que mhm, vraiment tu t'intéresses aux histoires, comme un hobby même, pas forcément comme une vocation, mais comme un hobby, tu vois les mhm. codes, tu vois comme Neo dans la Et, Matrice. ça peut t'aider à créer, en fait. Ça Oui, peut t'aider à clairement. créer. Ça peut t'aider à créer parce que tu dis, ah, en fait, c'est pas un truc d'imagination qui sort de nulle part. C'est juste que les mecs, ils ont beaucoup lu, regardé, ils ont beaucoup lu de livres, ils ont beaucoup regardé, ils ont regardé tout ce qu'ils ont pu, ils s'inspirent même aussi de la réalité et ils structurent ça. C'est comme un peu Atlanta, par exemple. C'est génial, ça. Ah ouais, La c'est série vrai que Atlanta, hein. Mais ok, j'aimerais bien. je vais faire David Lynch dans le ghetto, quoi. Si, si. Tiens, c'est des trucs un peu que quand moi j'écoute ça, et quand je vois ça, c'est inspirant, ça. C'est inspirant de voir des gars qui ont des idées, qui ont des concepts. Bon, Si, bref. si. Mais du coup, est-ce qu'on a une dernière chose à ajouter sur Dexter, tu penses? Ou on va Non, je pense. s'arrêter là? On va s'arrêter là. On a essayé de parler en gros du truc, mais il faudrait que on regarde Cobra Kai un peu pour pouvoir faire un truc sur Cobra Kai, quand Il faut que tu regardes Cobra Kai. Moi, j'ai déjà regardé. même. Il faut que je regarde ça, C'est il vrai que faut que je j'attends de voie. voir. Il Parce faut que que ce je. truc-là, c'est même c'est vital en fait. C'est une mission pour l'humanité de recommander ce truc-là et d'en parler à un maximum de personnes. C'est, c'est surtout aux jeunes. Tous les jeunes, il faudrait les forcer à regarder cette série. Bah, quand j'ai vu seulement la scène avec John Chris, quand il voit le gars avec les lunettes qui essaye de. Ouais, c'est censuré. On va en garder pour le John live. Chris. John Chris, un malade. Oh, Seigneur, le C'est mec là. Je c'est- sens que c'est lui que je vais adorer dans la série là. Mais ouais, c'est le c'est ouf, meilleur. quoi. Bon, en tout cas, Bon, si voilà. vous voulez découvrir la série Dexter que vous ne connaissez pas, Je pense que allez le faire. tout le monde connaît pour avoir regardé ce live, je pense. Mais en tout cas, voilà, repose en paix, Dexter. Ça a été bien de t'avoir connu. Encore une victime de la tendance moderne.
Donc voilà, c'est bien triste, mais c'est la vie. Voilà, voilà.